Par exemple, on a fait une recette de quiche Lorraine qu'on a appelée quiche Lorraine. Et donc, on a des gens qui disent « Changez le nom de votre recette, s'il vous plaît, ce n'est pas une quiche Lorraine. » Quand on dit par exemple qu'on est végétarien, végétarienne, ok, donc tu manges quand même du poisson. On dit que c'est entre 8 et 25%. Des prises qui sont des prises dites accessoires, entre grosses guillemets. On sait très bien quand on va mettre des gros filets à certains endroits qu'on aura des dauphins, des requins ou d'autres espèces qu'on ne cible pas. Il est possible, en tout cas d'un point de vue écologique, je ne rentre pas dans le bien-être animal, un certain type d'élevage permettrait d'avoir des impacts positifs sur le vivant et sur la séquestration carbone. J'aimais bien cuisiner, je pense que ça s'est carrément amplifié en devenant végétalienne. Salut Mallory, salut Julien, merci de m'accueillir chez vous à La Rochelle. Salut Maxime. Comment ça va? Bah écoute, tout va bien, ça faisait 3 semaines qu'on l'avait pas vu et le soleil est de retour dans la plus belle ville de France. Juste avant notre interview, donc c'est peut-être un bon signe, voilà, le soleil est avec nous, donc c'est cool. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement? Soit l'un l'autre, soit comme vous voulez. Ah, on se présente l'un l'autre? Ouais. Wow, ok. Et bah, du coup, à côté de moi, il y a Julien, avec qui je vis depuis maintenant 9 ans. Waouh, ça fait longtemps. Et qui, très dur de présenter quelqu'un comme ça. Ouais. Pourtant, tu le connais, tu le vois tous les jours, mais... qui adore rigoler, qui adore l'océan, y passer du temps aussi, qui a été instructeur de plongée sous-marine avant de co-créer avec moi Bluetopia, qui aujourd'hui aime passer son temps à courir et à jouer à des jeux de société. Ou aux jeux vidéo, attention. Voilà, dans les très grandes lignes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va, elle a pas dit trop de bêtises. Ouais. À toi de faire aussi mieux. Du coup, ici, à ma droite, nous avons Mallory Morin, rochelaise de naissance. Elle a eu cette chance de vivre juste à côté de l'océan, donc elle en a profité dès le plus jeune âge. Elle s'est mise au surf quand elle était au collège, et donc elle a créé un lien très très profond à l'océan. Et donc c'est en partie ce qui l'a amené ensuite à créer Bluetopia, ou qu'on crée Bluetopia ensemble. Et sinon, à côté de Bluetopia, parce que ça reste un être humain qui a d'autres passions que le monde associatif, elle adore faire du yoga. Et en plus, elle se lance en ce moment dans des postures défis. Et donc tous les soirs, elle rentre en me disant « J'ai réussi à la posture défi, regarde, j'essaie de te la montrer. » Sauf qu'elle n'y arrive jamais devant moi. Si, c'est faux. Non, tu n'y arrives pas. Et à part ça, pareil, elle fait de plus en plus de sport, même elle fait plus de sport que moi, parce qu'elle s'est mise à la course, mais elle fait du yoga 1 à 2 fois par jour. Et c'est quelqu'un de très maniaque, rigoureux, carré. C'est la big boss. On voit les traumatismes que... Mais c'est aussi des qualités essentielles pour mener à bien un tel projet. Ok, c'est de belles présentations. Du coup, comment est-ce que c'est né Bluetopia? Parce que là, donc, tu m'as dit que du coup, Mallory était déjà proche de l'océan, mais toi, c'était pas le cas? Non? Ok, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et bah, du coup, j'ai oublié l'histoire de Julien quand je l'ai présenté. Ouais. C'est qu'il a grandi à Dijon, qu'il était nageur de haut niveau quand il était au collège et au lycée. Donc, il a passé beaucoup de temps dans l'eau, mais dans les bassins de la piscine, et pas dans l'océan. Mais un jour, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, il a décidé de devenir instructeur de plongée sous-marine. Et donc lui aussi, il a passé pas mal de temps dans l'océan et tous les deux, on s'est renseignés sur comment est-ce qu'on pouvait faire pour préserver un peu plus l'océan. Et il y a notamment eu 2 films documentaires qui nous ont fait complètement changer notre quotidien. Un film qui s'appelle Cowspiracy, qui est sur l'impact de l'élevage sur la planète, et un autre qui s'appelle A Plastic Ocean, sur l'impact du plastique sur l'océan. Et après avoir vu ces films-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on réduise un maximum nos déchets, qu'on devienne vegan tous les deux, et qu'en fait, c'était bien de faire tout ça dans notre quotidien, mais que ça ne servait pas à grand-chose si on n'embarquait pas plus de monde avec nous. D'où la création de Bluetopia et l'envie aussi de faire des films, parce que c'est ce qui nous avait vraiment touché, ce qui avait fait qu'on avait envie de changer. Et donc on s'est dit, nous aussi, on va faire des films, même si on n'y connaît rien. Et on pense que on pensait et on pense toujours que c'est des outils très très puissants pour faire bouger les choses et faire évoluer à la fois les imaginaires collectifs mais aussi les pratiques au quotidien. Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce qu'elle a très bien résumé? Elle connaît à peu près Bluetopia, ça. Ouais, c'est bon. Donc ça veut dire que c'est en visionnant du coup les 2 films que tu as cités que vous avez eu le déclic
de se dire en fait, ah, faut peut-être qu'on change notre façon de vivre, etc. et notre mode alimentaire? Est-ce que tu aimes les anecdotes, Maxime? Oui, bah oui, vas-y. Très bien. Eh ben, pour tout vous dire, donc on a pris la décision de devenir végétalien et végétalienne tous les deux. On habitait à Rome. Je crois que c'était un dimanche, c'est sûr. Je sais pas, j'ai pas la date exacte. Ah, wow. C'était un dimanche midi. Mallory me tannait depuis plusieurs semaines de regarder Cowspiracy. Okay. Étant donné que moi j'étais un gros viandard, je voulais rester dans mon déni, ne pas savoir. Donc j'ai repoussé l'échéance et un dimanche, j'avais rien d'autre à faire que de regarder Cowspiracy. Je lui ai dit, vas-y, montre-moi ton docu là. Okay. Si je veux être un peu plus provocateur, montre-moi des trucs de bobo écolo. Okay. Vas-y, on va regarder le docu. Et donc j'ai regardé Cowspiracy, on l'a regardé ensemble. Et à la fin du documentaire, voilà, gros mea culpa, j'ai les larmes aux yeux. À l'époque, j'étais sur Facebook. Oh. Et donc j'ai fait un post Facebook en disant vraiment mea culpa, désolé à toutes celles et ceux qui ont déjà pris les devants en étant végétarien, végétalienne. C'est vous qui avez raison, j'étais dans le déni depuis toutes ces années. Et donc j'ai dit à Malo, écoute, on va vider les frigos parce que nous c'était vraiment pour des raisons écologiques. Donc on n'allait pas jeter ce qu'on avait déjà dans le frigo. Et je lui ai dit, là c'est bon, on devient végétalien et végétalienne directos, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Waouh. C'est très, très direct, très... Ça, c'est nos choix personnels. Après, pour aller au bout de l'anecdote, du coup, on a fait Noël en famille. Et donc, j'avais prévenu ma mère, c'était chez ma mère. Je lui ai dit, écoute, maman, on est devenus végétalien et végétalienne. Elle m'a dit, ouais, pas de souci, je vous prépare un truc. Bon, petit problème de définition, justement. Okay. Elle avait préparé un gratin dauphinois. Donc je lui ai dit, ok maman, on va pas jeter ton gratin dauphinois, mais sache que ça c'est végétarien. Oui. Donc c'est l'étape du dessus. Okay, donc, on va faire un petit cours, on va faire un petit MOOC, et l'année prochaine tu seras rodé. Ok. Et du coup, est-ce que vous aviez des penchants pour cette alimentation-là avant? Est-ce que vous étiez déjà renseigné? Est-ce que c'était déjà un truc qui... Du coup, toi, tu m'as dit pas forcément pas dans ta tête, mais est-ce que toi, t'étais déjà sensibilisé un petit peu ou pas, Mallory? Je suis pas sûre que ce soit qu'à l'époque c'était une alimentation qui nous intéressait, mais par contre autre anecdote, du coup comme Julien adore les anecdotes, on est parti là-dessus. Moi j'étais en stage de césure à Make Sense à Paris, donc j'accompagnais des entrepreneurs à impact pour les aider à développer leurs projets. Et je me souviens très bien que le midi, il y a une de mes collègues un jour qui m'a dit « Mais toi, t'es végétarienne en fait ?» Parce que j'avais rarement de la viande dans mes plats, mais c'était pas forcément voulu, c'est juste que je pense par facilité, par peut-être manque d'argent, parce que j'étais étudiante et en stage à Paris, où tout coûtait très cher. Il n'y avait plus grand-chose à la fin du mois. Voilà, c'est ça. Un peu par défaut, du coup, je mangeais plus de viande et je me souviens très bien lui avoir répondu mais non, pas du tout, j'aime trop le magret de canard de mon père au barbecue avec des tranches de foie gras entre les deux. C'est très précis, ça. Voilà, c'est très précis. Okay. Mais du coup, je pense que je mangeais beaucoup moins de viande que Julien, mais dans ma tête, je m'étais jamais dit c'est possible de ne plus du tout en manger. C'était pas une option. Ouais, donc c'était vraiment juste par défaut en fait que tu avais réduit ta consommation un peu, voilà, comme tu expliques que tu étais étudiante, etc. Mais pas par conscience ou par souci écologique et tout. Donc vraiment, est-ce que ça a été quand vous avez regardé le documentaire en même temps, vous êtes pris une grosse claque du coup tous les deux en mode ah ouais, c'est ça en fait la vérité, entre guillemets, bien sûr. Ouais, c'est ça. Alors moi, je l'avais déjà vu, comme disait Julien, donc tu avant. Déjà vu, et on l'a re-regardé ensemble. Et je pense que toute seule, je me serais dit, ok, peut-être devenir végé, mais pas végane tout de suite. Mais Julien n'aime pas faire les choses à moitié. Donc, il a dit, vas-y, on devient végane. Il faut qu'on soit aligné avec ce qu'on pense et avec nos valeurs. Donc, on a tout fait d'un coup. Ok. Donc, bonne décision, du coup, ce documentaire. Et du coup, toi, quand tu l'avais regardé toute seule, tu n'avais pas eu tous ces... Tu n'avais pas autant retourné, enfin, peut-être, mais pas à ce point-là, de faire de tels changements dans ta vie? Ouais, je pense que je fonctionne aussi différemment de Julien. C'est que quand j'ai des infos, il faut que je prenne le temps de les assimiler, d'aller me renseigner sur d'autres sujets, comprendre un peu tous les tenants et aboutissants.
Voilà. Effectivement. On Julien voit pas, fait- ceux qui n'ont pas la caméra, Julien fait carré avec les mains, mais ok, oui, c'est effectivement. Il m'avait bien décrit Ouais. au début. Effectivement. Mais oui, non, ça m'avait quand même retourné. Je disais à Julien qu'il fallait qu'il le regarde, qu'en Ouais. plus on était en train de réfléchir à la création de Bluetopia à cette époque-là, et donc Ah oui, il quand fallait même, que... vous aviez quand même ça dans la tête à l'époque. Oui, c'est ça. Et donc c'était un peu, bah ok, on se concentre sur le plastique, mais en fait il y a d'autres sujets, et si on veut être complètement compréhensif et Ouais. comprendre tout ce que ça engendre, la préservation de l'océan, il faut aussi qu'on se renseigne sur d'autres sujets. Ok, donc vous étiez déjà du coup dans l'idée de créer Bluetopia pour, du coup tu parles de la pollution plastique, etc., pour évidemment préserver les océans, etc., mais vous n'aviez pas encore le prisme alimentaire, du coup. Plus pollution, mais pas alimentaire. Bah, donc, quand on a pris la décision de devenir végétalien et végétalienne tous les deux, Bluetopia était déjà créé, on avait déjà Ok. déposé les statuts, etc. Sauf qu'en effet, en 2018, on avait décidé d'axer les actions de Bluetopia sur les solutions à la préservation de l'océan, les solutions à la pollution plastique. Ouais. Pour la préservation de l'océan. Et c'est en fait, après la campagne Notre Confort, on a décidé de faire un peu, entre guillemets, table rase de la pollution plastique pour se concentrer sur les liens alimentation et océan, qui, selon nous et selon on va dire les personnes à l'intérieur de Bluetopia, c'est le secteur où on peut avoir le plus d'impact à l'échelle individuelle et surtout le plus rapidement possible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, les deux piliers de Bluetopia, c'est alimentation et océan. Donc, via l'alimentation, on peut être amené à parler de la pollution plastique, Bien sûr. notamment les emballages alimentaires ou les filets de pêche, mais le prisme principal, l'angle d'attaque, c'est vraiment ce qu'on met dans notre assiette. Ok, on reviendra du coup tout à l'heure sur vos deux séries documentaires ou documentaires. Et du coup, est-ce que ça a été facile, la transition? Parce que ça s'est fait du coup du jour au lendemain, vraiment, pour le dire. Tu as dit que voilà, vous vidiez les frigos, et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup, vous étiez à Rome, donc c'était pas en France, donc est-ce que c'était un peu différent? Je sais pas, comment ça s'est passé pour switcher, du coup? Ouais, alors t'as pas tout dit non plus, c'est qu'on s'était quand même dit que en dehors de la maison, Oui. on serait végé. Ok. Donc on acceptait de manger du fromage ou des œufs parce qu'on habitait à Rome, parce que tout était au fromage et donc c'était compliqué d'aller se faire une pizza ou des pâtes, surtout qu'on savait pas forcément comment trouver des endroits où manger végétal. Et donc on s'était dit on est végé dehors et on est vegan à la maison, ce qui était déjà un gros pas. Et donc, une fois qu'on a vidé les frigos, moi, je me souviens avoir passé énormément de temps à regarder des recettes sur Internet pour savoir ce qu'on allait cuisiner. Et ça s'est fait un peu comme ça. On a regardé ce qui nous donnait envie, on a cuisiné des nouvelles choses, essayé d'adapter aussi ce qu'on connaissait en version non végé ou non vegan, et de faire des plats qui se rapprochaient de ça. Mais ouais, c'était beaucoup de temps passé sur des blogs à l'époque. Il n'y avait pas encore les réels Insta. Mais je pense que si c'était aujourd'hui, ce serait des réels Insta, trouver des recettes à refaire à la maison. Donc tu t'es chargé de ça pendant que Julien était en mode bon, alors je vais attendre que Mallory fasse le taf de recherche, etc. Et puis, est-ce que c'est ça ou pas? Non, pendant ce temps-là, moi je livrais Glovo, Uber Eats, Deliveroo à Rome Pour, pour tout simplement payer le loyer. Donc, Ouais. en plus, voilà, c'est ce qui est bien. Et si on doit dire vraiment toute la vérité, étant donné qu'on était vraiment en mode galérien, Mallory était étudiante, moi j'étais coursier à vélo, donc autant vous dire que c'est pas ce qui rapporte le plus. Du coup, on faisait pas non plus des restos toutes les semaines, quoi. Donc, donc c'était principalement manger à la maison végétal et végétalien. Et d'ailleurs, il y avait la capra rampante, rampante, qui est la chèvre rampante, c'était une épicerie locale, bio, zéro déchet à Rome. Et donc c'est là où on a commencé à aller faire nos courses et découvrir l'alimentation végétale. Ok, donc en y allant peut-être pour la première fois dans ce genre de magasin. Complètement, ouais. Nous, en gros, il y a vraiment un avant 2018 et un après 2018 où tout a changé, quoi. Ok. Et au retour du coup de Rome, enfin quand vous êtes rentré en France, comment ça s'est passé? Parce que du coup, vous aviez peut-être vos habitudes du coup à Rome, mais après se réadapter du coup à la culture française, à ce qu'on peut trouver aussi dans les supermarchés. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'options à Rome, par exemple, à l'époque, donc en 2018. Est-ce qu'il y avait des simili, du tofu un peu partout, ou est-ce que c'était déjà, on mangeait même pas de tofu à l'époque. Et là, Julien a sorti une belle casquette tofu. Non, comme on disait, on avait réduit les déchets et devenu vegan en même temps. Et donc, on n'acceptait même plus un seul morceau de plastique chez nous. Ah oui, d'accord, ok. Oui, vous aviez vraiment très très haut. Vous avez vraiment le prisme avant plastique, enfin zéro déchet, et après il y avait celui du végétal. Ouais. Un peu peut-être enfin équilibré, mais voilà, vous ne vouliez pas du coup non plus
acheter des produits vegan, mais emballés dans du C'est plastique ça. ou ça. Et Ok. donc, du coup, à l'époque, c'était. Je pense qu'on connaissait pas non plus toutes les questions de nutrition et on se renseignait moins sur l'apport en protéines, comment on équilibre une assiette. C'était un peu genre ça nous donne envie, vas-y on le fait, Ok. mais peut-être que c'était pas très équilibré. D'ailleurs, on n'avait aucune idée qu'il fallait qu'on prenne de la B12 par Oh. exemple et qu'on fasse attention à ça. Donc, pendant un an, on s'est pas supplémenté en B12 Ouais. et on faisait pas attention à l'avoir dans notre alimentation. Mais du coup, tout ça pour dire comme on faisait pas attention à ça, en fait, nous on prenait des légumes, on avait peut-être quelques légumineuses, du riz, et donc ça c'était à Rome. Ensuite, on est parti travailler 4 mois en Sardaigne. Donc là, c'était encore plus difficile d'aller trouver des bons produits parce qu'il y avait plus de magasins bio. On avait juste réussi à trouver un producteur qui était à 20 minutes de voiture de là où on habitait pour aller se fournir en fruits et légumes, en petites tartinades. Ok. Mais sinon, c'était le supermarché du coin et clairement, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est après, une fois qu'on est rentré à La Rochelle, qu'on a réussi à trouver des magasins bio, que finalement aussi, on s'est dit, bon, bah, le plastique, c'est bien beau, mais il n'y a pas que ça. Et donc, parfois, c'est peut-être mieux de se faire plaisir et de prendre du tofu, ou du fromage végétal ou un simili si on en a envie, même si c'est emballé. Il y a des ordres de grandeur Ouais. aussi à avoir en tête et c'est pas très grave d'avoir quelques déchets si on mange végétal à côté. Ok, ouais, donc vous avez changé de prisme un peu, vous étiez en mode on bannit vraiment le plastique, tous les déchets possibles, et vous vous êtes dit, bon, en fait, finalement, peut-être que j'ai plus d'impact avec mon alimentation qu'avec vraiment mon zéro déchet, entre guillemets. Ouais, très clairement, là, après, si on pourra faire un petit tour des poubelles. C'est vrai que depuis 2021, on a vraiment pris conscience des ordres de grandeur. Et d'ailleurs, dans cette logique d'ordre de grandeur, on a décidé de ne plus prendre l'avion. Parce que voilà, on s'est dit, ok, on a fait l'autre confort, une série sur les solutions à la pollution plastique, on est parti en Asie, on a pris l'avion. En termes d'ordre de grandeur, c'est un peu débile ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'aussi on a pris la décision d'être un peu plus cohérent. Et après, pour revenir sur l'alimentation et les déchets, bah ouais, comme tu l'as dit, on a un peu plus de déchets peut-être qu'en 2018-2019. Mais je pense que notre empreinte écologique totale a largement diminué du fait que on privilégie des aliments sans intrants, 100% végétal et de plus en plus local, quoi. En tout cas, on privilégie Ouais. les circuits de proximité. Ok. Et du coup, vous avez réussi, quand vous êtes retourné à La Rochelle, à trouver tout ça, peut-être au fur et à mesure aussi, parce que voilà, vous avez un peu bougé, donc le temps de s'adapter et tout, de trouver peut-être voilà, vos magasins, faire votre petite routine, entre guillemets, vos petites habitudes. Bah, on a la chance, on habite à La Rochelle, on est vraiment place du marché, Ouais. au plein cœur du centre-ville. Et donc, bon, là, nous, pour les connaisseurs de La Rochelle, on est rue Thiers. Et en fait, la rue parallèle, rue Gambetta, il y a un bol d'air qui est une épicerie en vrac, zéro déchet et locale. Donc, il y avait déjà pas mal de produits dont on avait besoin pour faire nos courses. Et puis après, on va voir d'autres plus grandes chaînes qui proposent du bio, mais j'ai pas envie de leur faire de la promo, donc je m'arrêterai sur le bol d'air. Et puis il y a le Ok. marché quand même, au pied de notre porte, on a Ouais. le marché. Donc pour les fruits et légumes, on va chez les producteurs de la Serre des Anglois, pour ne pas les nommer, qui sont à Angoulins, donc à quelques kilomètres de La Rochelle, et qui sont en bio. Donc c'est quand même assez pratique. Ok, donc très cool de pouvoir avoir ça juste à 2 pieds de chez vous. Est-ce que vous avez rencontré du coup des difficultés, je sais pas, quelconques, voilà, à trouver comment combler tel apport, comment faire pour telle chose? Parce que tu as dit que tu as beaucoup recherché, tu as beaucoup fouillé sur Internet pour savoir comment faire, enfin surtout des recettes tu m'as dit, mais peut-être qu'après tu te rends compte qu'il faut peut-être que tu prennes telle chose, enfin voilà, tu me parlais de la B12 aussi. Comment ça s'est fait? Comment vous avez pris conscience qu'il y avait peut-être des recherches à faire, des choses à savoir aussi pour faire ça bien et surtout que ce soit durable sur le temps et pas s'écouler de carence au bout de quelques semaines. Bon, déjà, il y avait ma mère Ah ok, bon. qui nous disait d'aller faire des prises de sang parce qu'il fallait absolument qu'on vérifie, parce qu'elle n'était pas du tout habituée à cette alimentation-là et elle avait un peu peur Ok. qu'on manque de quelque chose. Elle a encore peur d'ailleurs. Souvent, elle me dit allez faire une prise de sang quand même, on sait jamais. Votre B12, vous la prenez bien. Mais au-delà de ça, ouais, non, il y a eu un podcast aussi qui m'a fait me rendre compte que je m'étais pas assez renseignée. C'était le Jean-Philippe Show Ok. à l'époque, donc le podcast de Jean-Philippe qui est au Canada. Ouais. Et qui est... alors, je pense qu'il fait plus d'épisodes maintenant, mais du coup, il interviewait plein de véganes, des sportifs, des
personnes qui font des recettes, Ouais. des chefs, mais aussi des nutritionnistes. Et donc, les épisodes avec les nutritionnistes m'ont fait pas mal me rendre compte qu'on avait oublié des choses Ok, ouais. et qu'il fallait quand même qu'on réfléchisse un peu à l'équilibre de nos assiettes, même si on faisait moins de sport à l'époque qu'aujourd'hui, mais ça restait important. Et c'est aussi là qu'on s'est rendu compte que peut-être la B12, il fallait se complémenter ou alors la chercher dans des aliments qu'on n'avait pas forcément dans nos assiettes. Ok. Donc là, tu me parles du coup du podcast de Jean-Philippe. Est-ce que vous avez eu d'autres ressources qui vous ont été utiles? Je sais pas, peut-être soit des livres, soit des personnes sur Insta, mais du coup, est-ce qu'à l'époque c'était enfin en 2018, c'était pas il y a si longtemps non plus, mais bon, c'était moins développé, je veux dire, que maintenant, donc, ou des personnalités, je sais pas. Bah là, je pense à une personne en particulier sur Insta, alors c'est plus maintenant qu'à l'époque, mais qui Ouais, s'appelle ok. Lucy's Cooking, qui Ok. partage pas mal d'infos sur comment on équilibre une assiette végétale, qui est hyper intéressante et qui permet de se questionner à chaque fois et de Mm. se dire est-ce que en fait, dans mon alimentation au quotidien, je respecte bien tout ça. Et après, non, je pense qu'aussi la plupart des recettes, elles sont équilibrées. En fait, souvent, on se rend compte qu'il y a une source de protéines, qu'il y a des végétaux pour les Ouais. fibres, enfin des légumes. Et donc, bon, si on arrive à trouver des recettes qui sont bien pensées, normalement, on va avoir tout ce qu'il faut dans l'assiette, quoi. Ouais, c'est vrai parce que ça, c'est une grosse crainte aussi des personnes extérieures ou même quand on veut le devenir en fait, comment je vais faire pour équilibrer mon assiette? Enfin voilà, j'enlève la viande, mais en fait, je vais mettre quoi? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, on leur dit, bon, bah, en fait, enfin, prépare quelque chose sans viande, même voilà, végétarien. Mais en fait, mais je sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Une montagne. Ouais, bah, et clairement, on s'est posé la même question, et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils découvrent Blutopia, se posent la même question. Et du coup, là, c'est pour ça, on a sorti un premier livret de recettes, bon, c'est 15 recettes assez simples, et on a envie de compléter ce livret-là, ajouter des recettes, mais en plus de ça, qu'il y ait un peu 3 indicateurs. Un indicateur de l'empreinte écologique de ce plat-là. Idéalement, si on prend une recette traditionnelle, la comparer avec la version traditionnelle. Un indice prix, parce Ok. que forcément, on nous rétorque toujours cet argument-là. Ouais. Même si nous, on est plutôt très rapide, on a plutôt tendance à dire que notre budget alimentaire ne doit pas baisser, mais voire même augmenter. Bien sûr. Quand on sait que, quand on connaît la situation de celles et ceux qui nous nourrissent, c'est quand même aberrant. Et un indice aussi nutritionnel, pour montrer qu'il est possible d'avoir une alimentation 100% végétale, sans avoir de carence, et que tout le monde se rassure, étant donné que la mère de Malo est très protectrice. On a fait pas mal de prises de sang, et on est au top du top. Je trouve ça très drôle. On n'a jamais manqué de rien. Ouais, ok. Vous avez dans l'idée de faire, tu disais, le livre amélioré pour aussi débunker directement dans la recette. En fait, bon ben voilà, directement tu as ta réponse, tu vois que ça coûte peut-être moins cher ou le même prix que la version traditionnelle et puis que c'est bon aussi, c'est A ou voilà, des choses comme ça. Est-ce que ça c'est en projet? Est-ce que c'est en... Ouais, C'est un projet pas avancé. pas avancé. Le livret de recettes on n'a pas de existe, Oui, mais c'est il ça, n'y a c'est pas à de tout date. doux, mais pour l'instant pas Exactement. encore. Ok, super. Est-ce que vous avez ressenti du coup un changement au niveau voilà, du bien-être, que ce soit physique ou aussi peut-être voilà, moral, en changeant du coup votre alimentation? Au-delà d'être aligné avec vos valeurs, bien sûr, parce que du coup ça je pense que on peut pas espérer mieux que d'être au quotidien aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on prône, mais au-delà de ça, vraiment voilà, des ressentis physiques ou moraux. Ouais, il me semble qu'au début, on se disait qu'on avait beaucoup plus d'énergie qu'avant et qu'on digérait mieux aussi. Ok. Et c'était sûrement lié parce que si on passe beaucoup de temps en digestion, on a moins d'énergie parce qu'on a toute notre énergie qui est mise au profit de notre digestion. Et après, on a aussi, alors à l'époque, parce qu'on le fait plus trop maintenant, on faisait le jeûne intermittent. Ça, c'était encore des questions d'argent, c'est qu'on était en tournage et qu'on avait un budget très limité. On s'est dit, on aime bien manger, on n'a pas envie de faire des repas pas bons, donc on va se faire des bons repas, mais on n'en fera que 2 et 2 gros. Et du coup, on mangeait pas le matin, et donc ça a aidé, je pense aussi, à avoir plus d'énergie et c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, le fait de ne pas manger, pareil, ça limite les temps de digestion. Et donc, peut-être que ça nous aidait à avoir encore plus d'énergie. Donc, il y a un peu ces 2 trucs-là de alimentation végétale et en même temps être passé au jeûne intermittent. Mais en tout cas, c'était les 2 choses, il me semble, qu'on avait notées au tout début. Ça fait un peu plus de 5 ans, donc j'essaye de me souvenir. Oui, mais, oui. mais dans mes souvenirs, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Puis encore aujourd'hui, ça nous arrive régulièrement à faire le jeûne intermittent. Là, tu vois, ce matin, j'ai pas petit-déj, j'ai pas Ouais. mangé, mais je me suis rattrapé Ouais. chez Gourou ce midi. Ouais. Mais ouais, vraiment, le petit-déj, à mon avis, je suis bien à 80% des matins où je mange rien, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, donc ça veut dire que du coup, vu que tu sautes un repas, tu mets ton système du coup digestif donc pendant, on va dire, 12 heures au repos. Et donc, ça permet du coup peut-être voilà, de regagner de l'énergie, comme tu dis, parce qu'il n'a pas besoin de prendre ce temps ou cette énergie-là pour faire la digestion. Et donc, au niveau du corps, voilà, donc vous vous sentez peut-être plus en forme avec le jeûne intermittent et l'alimentation végétale couplée, du coup, les deux. Ouais, clairement, les deux vont bien ensemble, sachant que pour le jeûne intermittent, s'il y a des spécialistes qui nous regardent, je Ouais. crois que c'est 16 heures entre deux repas. Ah ouais, oh, pardon. C'est Alors, 16 heures. Le le vrai vrai jeûne jeûne, c'est intermittent. 16 heures, donc ça veut dire que si tu manges à 20 heures, ouais, enfin, Faut 19, attendre, faut attendre midi, ouais, c'est c'est ça. ça. Ok. Ça se voit, Donc ça ouais, se voit. c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Et en effet, l'alimentation végétale, moi, je me sentais tout de suite, en fait, surtout d'attaque au niveau de la digestion. J'avais pas cette demi-heure ou cette heure-là où j'étais complètement amorphe. Ok. Où je me souviens, quand j'étais nageur de haut niveau, ouais, les repas avec de la viande, après, pour aller dans l'eau, c'était plus compliqué, quoi. Là, l'année dernière, je me suis remis à la natation. Là, je me suis clairement mis à la course. Et ouais, tout de suite, je suis opérationnel. En tout cas, la phase d'échauffement peut être vachement réduite, voire supprimée, quoi. Ok. Et la phase de récupération? La phase de récupération, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de récupérer. Ok. Et du coup, vous êtes devenu. Vous faites un peu plus de sport du coup qu'avant. Est-ce que vous accordez du coup une importance aussi à ce niveau-là? Je sais pas, voilà, on parle souvent des protéines, etc. Est-ce que vous réfléchissez à ça ou est-ce que maintenant c'est ancré dans vos habitudes? Je pense que c'est plus ancré, c'est pas quelque chose qu'on réfléchit trop longtemps en amont. Mais en fait, on fait attention à. Alors, si c'est pas à tous les repas, au moins une fois dans la journée, avoir une bonne source de protéines. Et généralement, c'est à tous les repas. Ouais. Et maintenant, on mange beaucoup de tofu parce que c'est quand même très très bon. Mais au-delà du tofu, les légumineuses ou Ouais. même des oléagineux. Enfin, on essaye d'avoir plein de typologies de. Et Ah. les algues, il me dit dans l'oreillette. J'allais le dire, J'ai calme-toi. mis un souffle dans l'oreille de Mallory des algues. Voilà, et les algues, parce Oui. qu'on a découvert... alors ça, c'est plus récent, du coup. On a d'abord mangé du tofu, et Ouais. après, on s'est mis aux algues. Et on a découvert, notamment en tournant notre dernier documentaire de l'assiette à l'océan, on est allé voir des producteurs d'algues sur l'île de Ré. Il y en a aussi beaucoup en Bretagne. On est allé au plus proche de chez nous. Et on s'est rendu compte que c'était incroyable à la fois pour l'océan, pour la biodiversité, pour tous les écosystèmes, parce qu'en fait, ça capte du carbone, ça permet de créer de l'oxygène, ça ramène de la biodiversité sur les estrands. Pour nous aussi, parce que ça limite l'érosion des côtes, ce qui est quand même assez important quand on voit Ouais. où est-ce qu'on est en train d'aller. Effectivement. Et après, ça a plein de bienfaits au niveau de la santé. Ça, pour certaines espèces, des protéines. Ok. Pour d'autres, ça va être plutôt de la vitamine D. D'autres, ça va être de la vitamine B12. En fait, il y a plein d'espèces d'algues différentes. C'est un peu comme des légumes de la mer. On a les légumes de la terre et il y a les légumes de la mer. Et en fait, chaque espèce d'algue va avoir ses spécificités au niveau des bienfaits nutritionnels. Ok. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est de les mélanger un peu pour avoir tous ces apports-là en une fois, un peu? C'est ça ou pas? Ouais, ou de les intégrer à l'alimentation. Alors, utiliser une certaine espèce pour, par exemple, Ok. les sushis, la nori, celle qui est la D'accord. plus connue. Après, tu vas avoir la laitue de mer que tu peux faire en salade. Si tu la prends fraîche encore, tu peux te faire des grosses feuilles de laitue de mer et ça remplacera une salade. Le plus simple, et c'est nous, comment on l'utilise aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des petites paillettes d'algues qui sont séchées et que tu utilises comme des herbes aromatiques pour parsemer sur des plats et donner du goût. Ça peut être en bouillon aussi, avec d'autres espèces encore. Enfin, il y a plein de moyens de les utiliser. Et du coup, ça, est-ce que c'est sauvage ou est-ce que c'est des cultures? Ça dépend. Ok. Ça dépend. Il y a à la fois des cultures ou de la récolte en milieu sauvage, en milieu naturel. Donc nous, sur l'île de Ré, les producteurs qu'on est allés voir, en fait, ils récoltent sur l'estran. Donc il n'y a pas de culture. Mais en fait, le fait de prélever, ça multiplie par 3 le volume d'algues qu'il y a sur l'estran d'une année à l'autre. Donc on pourrait croire qu'ils vont prélever et qu'après, il n'y aura plus Ouais. rien. Et en fait, Et non, en fait, ça fait tout l'inverse parce que ça biodynamise et donc ça dynamise, entre guillemets, la pousse des algues.
Ok. Si c'est bien Ouais. fait, sans être arraché, en laissant Julien, une bonne moi- partie de Julien lève le l'algue. doigt parce que je pense qu'il a des... Voilà, il y a des conditions Il y à a des- ouais, bien respecter. sûr, Il ne faut ouais. pas les arracher, il ne faut pas Oui, oui, couper une très grosse partie et n'en laisser qu'une petite parce que sinon elle ne pourra plus Ouais. faire la photosynthèse, elle ne pourra plus se Ok. développer. Mais si en tout cas Mais c'est bien fait, c'est- ça multiplie par 3 le C'est volume. vachement intéressant du coup d'avoir une espèce végétale du coup qui arrive à faire ça en fait, à se démultiplier juste en prenant une partie. Parce que ça, enfin, je pense qu'on rêverait tous d'avoir ce genre de système pour voilà, que ce soit des légumes ou quoi, de enlever et puis qu'en fait ça se multiplie. Donc, est-ce que c'est une des seules, je sais pas, je m'y connais pas du tout, enfin une des seules espèces entre guillemets ou voilà, de végétaux qui a ces propriétés-là? Non, bah, les algues ont quand même quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire qu'elles poussent avec très très peu de ressources. Ouais. Elles ont besoin du soleil et de l'eau salée, ce qui est quand même présent en grande quantité sur Terre, on a quand même cette chance. Ça devrait faire, ouais. Et après, non, si on regarde par exemple, les légumes de terre aussi, c'est quand même fantastique quand tu regardes. C'est-à-dire qu'avec une seule graine, tu vas Oui. avoir plusieurs fruits. Donc en fait, elles le font de la même manière, sauf que les algues le font beaucoup plus rapidement, C'est vrai. à des échelles beaucoup plus importantes. Quand on est allé voir Tanguy et Hélène, les producteurs sur l'île de Ré, les producteurs d'algues sur l'île de Ré, Algorithme, quand on l'a interviewé, elle nous disait, bon, ben voilà, même si la courgette c'est très bon, quand on prend un wakame, la courgette ça va peut-être nourrir une ou deux personnes. Le wakame, on peut nourrir une cinquantaine de personnes quoi, quand il est arrivé à maturité. Donc en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Et il y a un chiffre pour vraiment montrer le potentiel que représentent les algues. Si on cultivait 2% de la surface de l'océan avec des algues, Mhm. on couvrirait tous les besoins protéiques de l'espèce humaine. En enlevant tout ce qui est protéines terrestres. Ouais, ouais. Donc ça veut dire qu'elles sont quand même aussi très chargées entre guillemets en protéines, du coup. Bah, l'espèce qu'on recommande le Ouais. plus, qui est souvent mise en avant pour celles et ceux qui recherchent des protéines, c'est la nori, qui est une algue rouge. Et il faut savoir que la nori, alors selon les sous-espèces, ça peut varier, mais on est aux alentours entre 30 et 35% de protéines pour la nori. Ah ouais, Ce je qui est, pensais pas que c'était autant, c'est très, très bien. Enfin, après, on n'en mange pas, enfin, ça dépend, je sais pas trop l'utilisation, mais on en mange peut-être moins que si on mangeait quelque chose d'autre très riche. En effet, là, on parle de 35% pour une algue déshydratée, Ouais, et manger 100 grammes, on va dire, d'algues déshydratées, ça fait beaucoup. ça fait beaucoup, ouais, donc voilà. Donc Là, ça pour peut- le coup, là, je serais d'accord pour vous dire que d'un point de vue, quoique, j'allais dire au niveau du prix, si ce serait quand même beaucoup plus cher que de Parce la que du viande. coup, ouais, Je suis au d'accord. niveau du prix, c'est... Tout dépend des producteurs, Ouais. mais en général, si vous achetez vos algues séchées en grande surface ou dans les magasins spécialisés bio, on est aux alentours entre 100 et 150 euros le kilo. Donc toi, si tu prends 100 grammes par jour, ça veut dire que tu as quand même 15 kilos de nori à manger, ça fait un budget, quoi. Ouais, ok. Et du coup, quelles est vos utilisations au quotidien des algues? Vous avez le fameux tartare d'algues. Ouais, bah, Est-ce du que- coup, il y a en effet, donc il y a les paillettes, donc ce que je Oui, disais tout à l'heure, tout à qui fait, sont séchées et qu'on utilise pour faire notre propre tartare d'algues. Donc on les réhydrate avec de l'huile d'olive, du citron, du jus de citron. Ouais. Et ensuite, on le mélange avec des cornichons, des capres, de l'ail, des échalotes et un peu de gingembre coupé en tout petits morceaux. Et Ok. donc, tout ça mélangé, ça fait un tartare d'algues qu'on peut tartiner sur du pain, qu'on peut mettre dans des plats aussi en condiment. Donc ça, c'est la principale utilisation, je pense, qu'on a des algues. Après, là, ce soir, tu vois, on va se faire une soupe miso. Donc, on va utiliser du kombu royal, qui est une autre espèce d'algue qui est utilisée pour faire des bouillons, surtout. Ok. Donc, tu mets dans de l'eau, tu laisses longtemps pour que ça prenne bien le goût des algues. Quoi d'autre? Ça peut être utilisé aussi pas mal pour mariner du tofu et donner le goût un peu iodé, retrouver un goût de poisson un peu avec le tofu si tu fais mariner pendant Ok. longtemps. Ou pour Noël, on fait mariner avec des carottes qu'on râpe en petites Ah. lamelles pour faire une espèce de saumon fumé végétal. Avec la couleur. Ah là là, Ouais. ouais. Est-ce que les gens sont bluffés? Est-ce que ça... Non. Julien dit non. Julien dit non. Avec la Non, tête. alors ça n'a pas la... Non, mais voilà, est-ce que... On retrouve pas la texture du Bien sûr. saumon, mais en tout cas, ça, plus c'est du thé fumé en fait qu'on met aussi dans la marinade pour avoir le goût fumé plus le goût iodé avec Waouh, les algues. ok. Donc on retrouve quand même un petit goût, Ensemble, le ouais, goût bien sûr. fumé, il est quand même bien là, quoi. Ok. Mais Donc, évidemment, ce sera pas le goût oui, d'un bien saumon sûr, non, fumé. mais voilà, je veux dire, est-ce que voilà, on pourrait
le remplacer, entre guillemets, au niveau du goût surtout. Mais c'est vrai que c'est pas très très connu encore pour l'instant les algues. Donc c'est cool parce que là, vous m'apprenez plein de choses voilà, qui sont quand même très très riches en nutriments, en protéines, etc. Donc c'est franchement intéressant. Il faudrait, je sais pas, creuser pour faire quelque chose autour des algues. Voilà. Bah, en France, il faut savoir qu'on est quand même, il y a beaucoup de producteurs et productrices d'algues, principalement en Bretagne. Parce que la Bretagne a quand même cette particularité. Il me semble que de mémoire, il y a près de 850 espèces d'algues pour quelques centaines de kilomètres carrés de littoral. Et donc, en fait, tous les chiffres que je vous donne, ils sont présents dans le livre La Révolution des algues de Vincent Doumézel. Et si vous voulez, il y a plus de variétés d'algues en Bretagne que sur tout le littoral australien. Qui compte 25 000 km de côte. Donc en France, on a quand même cette particularité d'avoir un vivier exceptionnel en termes d'algues. Et pour autant, on ne produit aujourd'hui que 0,01% des algues dans le monde. Donc il y a un monde à explorer en France. Et je pense qu'on pourrait devenir la nation pionnière en termes de production d'algues. En tout cas, Bluetopia va jouer son rôle. Et oui, et du coup, tu disais, il y a de quoi causer sur les algues, et justement, ce sera le sujet de notre prochaine campagne. Donc nous, chez Bluetopia, on fonctionne par campagne. Donc la première, c'était sur la pollution plastique. La deuxième, sur tous les liens entre alimentation et océan. Et la troisième, vraiment sur les algues. Et le but, c'est de faire manger des algues à tous les Français et toutes les Françaises d'ici quelques années. Nouvelle grosse ambition, du coup. Hein. Ouais. On essaye d'être ambitieux. Non, mais c'est bien. C'est prévu pour quand, ça, cette nouvelle campagne ? On a déjà commencé à travailler un peu, à réfléchir, on va dire, à l'histoire derrière le documentaire. Donc là, pour le coup, ce sera le premier documentaire véritablement réalisé avec une vraie équipe. Pas simplement Mallory et moi, mais on travaille déjà avec un producteur, une réalisatrice. Donc on va faire, normalement, ce qui est prévu, c'est un pré-tournage à la rentrée 2024, septembre-octobre 2024. Pour en fait faire une vidéo pilote pour aller chercher les financements, etc. Et en gros, le gros de la campagne, ce sera en 2026. Donc c'est pas pour tout de suite, mais étant donné que tu sais, maintenant on se structure, donc, on voit les choses à long terme. Mais on a déjà un programme pédagogique qui a déjà fait ses preuves. C'est un programme pédagogique de 5 séances de 2 heures, plutôt à destination des plus jeunes. Parce que les plus jeunes ont la chance d'être beaucoup plus curieux que les personnes moins jeunes. Et donc, il est plus facile à des enfants de leur faire goûter les algues, de leur montrer les bienfaits. Et on se dit, en plus, c'est un pari sur l'avenir. Si dès 6 ou 8 ans, tu commences à aimer les algues, il y a plus de chances que tu continues à adopter cet aliment incroyable tout au long de ta vie. Et en plus, quel parent ne rêve pas de faire plaisir à son enfant ? Donc, si l'enfant réclame un petit tartare d'algues, ça fait en plus un atelier culinaire en famille. Donc, tout bénef. Ok, et c'est vrai que j'ai vu que voilà, vous faisiez beaucoup d'interventions en milieu scolaire. Vous accordez du coup une place importante à cet aspect-là de, comme tu disais, transmettre du coup aux jeunes pour qu'ils fassent changer aussi également les habitudes des moins jeunes. Voilà, c'est une place importante dans votre diffusion un peu de vos projets. Oui, tout à l'heure, je disais, on fonctionne par campagne et dans chaque campagne, on a 3 gros piliers. Un premier pilier qui est inspiré avec les films documentaires. Donc là, c'est vraiment la base de chaque campagne, un film documentaire ou une série documentaire comme ça a pu l'être avec l'autre confort. Une exposition photo, ça c'est la nouveauté depuis la campagne de l'assiette à l'océan. Ensuite, on a un pilier formé et c'est là qu'on a les programmes pédagogiques. On a aussi des conférences qu'on anime plutôt en entreprise. Ou pour le grand public, et maintenant le podcast Ondine qui est sorti il y a peu de temps. Et ensuite un dernier pilier qui est le pilier de passer à l'action, avec les livrets de recettes, avec des ateliers culinaires, des masterclass culinaires. Mais du coup pour nous, la partie formée, les programmes pédagogiques, et notamment avec les jeunes, est assez importante parce que c'est ce qui permet d'aller creuser tous les sujets qu'on aborde dans le film, d'aller aussi passer du temps avec des personnes en présentiel. Le film, on le projette et on n'est pas forcément avec les gens quand ils sont en train de le regarder. Là, c'est vraiment du temps de qualité qu'on va passer et on va pouvoir former du monde. Et les jeunes comme les moins jeunes d'ailleurs, hein, parce qu'on va aussi en entreprise, dans les collectivités ou auprès du grand public et on n'a pas toujours des personnes très jeunes. Ouais. Est-ce qu'elles sont réceptives, du coup, ces personnes-là, à vos messages ? Les personnes moins jeunes, ces personnes-là.
Oui, alors ça dépend Oui, bien vraiment sûr. qui et où on est. Évidemment, on va toucher beaucoup plus les jeunes. Après, ça dépend où est-ce qu'on met notre curseur de jeunes, parce que j'ai l'impression que plus on vieillit et plus le curseur se décale. Donc maintenant, on je s'inclut sais dans plus les trop, jeunes, voilà. donc on continue, on C'est augmente. ça. Ouais, non, mais je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais du coup, nous, notre cible, notre cible principale, ça va être les 18, les 35 ans. Ok, Enfin, nous, donc c'est pour les encore des jeunes, c'est jeunes. bon, c'est... C'est bon, on est encore dedans. Et ensuite, quand on a des personnes plus âgées qui viennent à nos projections ou qui sont à des conférences en entreprise, ça dépend à qui on parle. On sent que les habitudes ont la vie dure aussi. Que quand on a passé toute sa vie à faire quelque chose et que on comprend qu'en fait, c'était pas forcément le meilleur des choix, on a envie un peu de se voiler la face et de dire non, mais en fait, moi, j'ai pas envie de changer parce que j'ai toujours fait comme ça. Et je pense que c'est très dur de se remettre en question quand on a fait les choses d'une certaine façon pendant très longtemps. Mais ouais, j'ai pas de réponse Non, mais bien toute sûr. faite à cette question. Je sais pas si Julien t'a... Si, en gros, c'est un des gros dossiers qu'on a sur la table depuis un petit moment chez Bluetopia, c'est notre mesure d'impact. C'est-à-dire, ok, il y a tant de personnes qui ont vu le documentaire, on a fait tant d'interventions, on a touché tant de personnes, mais la mesure d'impact va bien plus loin de ça, bien plus loin que ça, pardon. C'est ensuite, après nos interventions, par exemple, après avoir vu le documentaire, quels sont les changements réels chez ces personnes-là. Et ça, en fait, ça demande des moyens titanesques pour mesurer ça, quoi. Faudra aller toquer auprès de chaque personne, leur envoyer un mail et leur faire confiance et poser les bonnes questions pour vraiment savoir s'il y a un réel changement dans leurs habitudes alimentaires ou en tout cas s'il y a un réel questionnement. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la mesure d'impact, mais c'est pas du tout opérationnel. Après, il y a un autre biais, forcément, c'est-à-dire que quand tu fais des interventions, des documentaires, en fait, c'est aussi sur la base du volontariat, la plupart du temps, les gens viennent. Donc, les gens qui viennent, c'est forcément des gens qui sont à minima ouverts. Donc, en fait, tu te dis, c'est bon, en fait, le monde est en train de changer, tout le monde est OK pour un peu végétaliser son alimentation au minimum. Et puis, quand tu regardes les gros chiffres, en fait, la consommation de viande, en soi, il n'y a pas eu une baisse immense, comme j'ai vu hier... où au Royaume-Uni, il y a une vraie chute, où en Allemagne, il y a eu la même chose. En France, ce n'est pas du tout le cas. Et à l'inverse, non seulement on ne réduit pas notre consommation de viande, mais en plus, on prend plutôt de la viande de moins bonne qualité, bon marché. Et en fait, là, c'est double effet négatif, quoi. On a clairement rien compris. C'est pas du tout du bon côté. Et tu disais, du coup, les marqueurs que tu parlais juste avant, tu as dit, c'est des... Comment tu l'as nommé? Alors, j'ai parlé de mesure d'impact. Voilà, mesure d'impact, pardon. Ouais. Donc, et est-ce que tu as des idées, du coup, parce que je trouve ça vachement intéressant de voir en fait quel impact tu as eu après le visionnage d'un documentaire ou quoi. Est-ce que vous avez des idées pour... Tu parlais soit d'email, soit de téléphone, voilà, de questions, mais c'est quand même... Enfin, ça a l'air très compliqué de pouvoir avoir ces données-là. Ouais, alors généralement la mesure d'impact la plus simple à mettre en place, c'est faire des formulaires. Et après la question c'est qu'est-ce que tu mets dans tes formulaires et comment tu fais en sorte aussi que les gens répondent à tes formulaires. Beaucoup d'étapes, donc t'as jamais 100% de répondants, mais il faut un pourcentage minimum pour que ta mesure d'impact soit valide. Parce que si tu n'as que 10% des gens qui répondent, en fait, tu peux pas te dire que tu globalises ça à tout le monde. Mais du coup, donc c'est plus de 50%, donc je sais plus exactement, je crois même que c'est 80%, on se l'était noté parce qu'on est accompagné justement par une mentor pour mettre en place notre mesure d'impact. Et ensuite, dans les choses à aller mesurer, c'est beaucoup de qualitatif, donc peu de quantitatif pour nous en tout cas. Et ça va être de qu'est-ce que tu as appris dans le documentaire. Il peut y avoir des émotions aussi, des questions sur les émotions. Qu'est-ce que ça te fait venir comme émotion quand tu regardes le film ou quand tu es allé voir l'expo ou quand tu as écouté le podcast, peu importe. Et ensuite, il y a des questions sur le changement après avoir vu un outil Bluetopia. Donc, est-ce que avant tu mangeais de la viande? Oui. Est-ce que tu comptes changer? Est-ce que tu as réduit ta consommation de viande? Et après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment lié au documentaire ou c'est lié à plein d'autres choses? Du coup, c'est très compliqué de savoir très exactement ce qui est causé par nous, ce qu'on a pu créer. En tout cas, ça permet d'avoir déjà un ordre d'idée de comment est-ce qu'on impacte les gens au quotidien. Ouais, ça doit être immense à mettre en place ce genre de processus. Et puis, il faut arriver aussi à tirer
ce que tu veux des personnes. Parce que tu vois, tu poses des questions de surface, très bien, mais après des questions plus profondes où les gens faut qu'ils se posent et qu'ils réfléchissent. Là, c'est plus compliqué d'avoir des réponses vraiment voilà, profondes ou avec vraiment leur ressenti et tout. Donc c'est, je pense, ouais, un travail titanesque derrière d'aller tirer vraiment ce que vous avez besoin pour améliorer peut-être votre diffusion ou vos campagnes. Du coup, vous avez parlé tout à l'heure de votre première campagne donc, sur vraiment axer la pollution plastique. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de la deuxième campagne, de l'assiette à l'océan, qui du coup fait un focus sur l'alimentation, donc qui est vraiment dans le thème d'aujourd'hui. Vas-y Julien, je te laisse. Ouais, clairement. la Donc, parole. notre première campagne, c'était l'autre confort sur les Ouais. solutions à la pollution plastique. Et ensuite, on va dire toute fin 2021, début 2022, on a pris la décision avec le conseil d'administration de faire un pivot, on dirait comme ça dans le monde de la start-up, Ouais, ok. et de se concentrer sur les questions d'alimentation et d'océan, avec toujours, comme l'a dit Mallory, nos différents outils, documentaires, expo photo, podcast, outils pédagogiques et ateliers de facilitation de passage à l'action. Donc on a commencé avec le documentaire. Donc c'était un documentaire. Donc là, il est sur le point d'être terminé. À mon avis, je sais pas quand l'épisode va sortir, Ouais. mais il y a de fortes chances qu'il Dans soit plusieurs prêt. semaines, donc peut-être que Ok. tu as encore plusieurs semaines pour finaliser. Ça va. Il sera fini. Je pense qu'il Ouais, sera fini en ok. version 90 et il y aura également une version 52 pour les plus pressés. Ok. Et en fait, on balaye 4 chapitres. Donc la pêche, l'élevage, les intrants chimiques et le transport maritime. Et en fait, on met en lumière les différents liens entre ces thèmes-là et l'océan. Et surtout, on apporte des solutions concrètes pour continuer à bien manger, aussi bien d'un point de vue gustatif, mais aussi nutritionnel, tout en ayant l'impact le plus minime sur l'océan. Et ce qui est beau quand même, c'est que en mangeant, en se faisant plaisir, en préservant l'océan, on préserve aussi le reste du vivant et on a d'autres impacts positifs qui vont bien au-delà de l'écologie, qui vont aussi impacter socialement la société et notamment redonner de la valeur à certains métiers comme celles et ceux qui ont les mains dans la terre tous les jours. Et donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous pourriez me dire du coup des conséquences de notre alimentation sur l'océan? Il y en a plein. Ouais. 90 minutes, Alors, il nous faut. Le temps du film. 3. 3. 3. Ouais. Il faut Faut bien choisir choisir. les bons... C'est pas forcément des chiffres, mais Ouais. mais non, mais il y a un chiffre qui est déjà important pour comprendre les liens entre, par exemple, un steak de bœuf et l'océan, parce que souvent on se dit quel rapport. Ok, je comprends ton poisson avec l'océan, mais ton steak, je comprends pas. Et donc il y a un chiffre pour ça qui est intéressant à comprendre, c'est 30% de nos émissions de gaz à effet de serre sont absorbées par l'océan. Et c'est ça qui participe en partie à l'acidification de l'océan. Ça a plein d'autres conséquences. Ça crée des zones mortes dans l'océan, ça va participer à la désoxygénation de certains endroits dans l'océan, ça crée de l'eutrophisation, enfin bref, plein d'impacts négatifs, mais aussi l'acidification. Et l'acidification, ça va venir abîmer les organismes calcaires et notamment les coraux. Donc ça va être les huîtres, les moules, mais aussi les coraux. Et les coraux, c'est la base de la biodiversité marine. Donc en fait, si on abîme les coraux, et si demain il n'y a plus de coraux, il n'y a plus grand-chose d'autre dans l'océan. Et le lien de tout ça avec le steak de bœuf, c'est que les animaux, pour être élevés, ils vont nécessiter beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre avec l'alimentation qu'on leur donne. Si en plus on parle de bœuf, ça émet du méthane à travers l'épée, mais surtout les rots pendant la digestion, parce que c'est des ruminants. Et le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui va ensuite être absorbé par l'océan et qui va participer à l'acidification et ainsi de suite. Le premier impact, c'était ça. Deuxième impact, vas-y Julien, on se partage. Moi, je vais venir nuancer ce que vient de dire Mallory. Bon, après, on est dans le podcast Club VG, donc je pense que je vais pisser dans un violon, mais je l'attends quand même. Je vous invite à regarder le documentaire, mais vous verrez que il est possible, en tout cas, il est possible d'un point de vue écologique, je ne rentre pas dans le bien-être animal, mais un certain type d'élevage permettrait d'avoir des impacts positifs sur le vivant et sur la séquestration carbone. Oui. J'en dis pas plus. Et donc ensuite... Utilise déjà, c'est ça qui est ouf. Ok. Non, et du coup, un deuxième chiffre, il faut savoir que si on prend les recommandations de l'OMS, donc l'Organisation mondiale pour la santé, qui préconise de manger 2 portions de poisson par semaine, si on applique ça à l'ensemble de l'humanité,
eh ben, on dépasserait ce que contient l'océan. Donc voilà, Ouais. on est gouverné par les bonnes personnes. Ouais. Faut pas forcément se fier voilà, aux recommandations des fois qui sont faites parce que ça va pas dans le bon sens. Ouais. Ouais. Et puis du coup, un troisième chiffre Ouais. ou un troisième impact, on peut peut-être parler aussi du transport de marchandises et du coup de l'importance de manger local. Si on regarde juste l'empreinte carbone, le transport, ça va être 10% à peu près de l'empreinte carbone globale d'un aliment. Donc peu importe l'aliment, ça va être environ 10% en fonction de ce qu'on prend. Donc c'est pas grand-chose en fait. Si on veut juste réduire notre empreinte carbone, il vaut mieux jouer sur la nature des protéines, donc prendre du végétal plutôt que de l'animal. Mais là où ça va avoir d'autres impacts, le transport, c'est si c'est transporté par voie maritime, ce qui est le cas pour 90% de nos aliments. C'est des gros cargos qui parcourent l'océan, qui font beaucoup de bruit. Et donc il y a une pollution sonore qui est incroyable et qu'on oublie parce qu'en fait on la voit pas, mais qui en fait dérègle tous les écosystèmes et le fonctionnement notamment des mammifères marins qui ont besoin du son pour se déplacer, pour trouver leur proie, pour se protéger du coup de leurs prédateurs aussi. Et qui, si les sons sont trop importants, peuvent avoir des organes vitaux altérés, et donc ça peut même aller jusqu'à la mort des animaux. Il y a aussi de la pollution lumineuse, parce que ces cargos-là, c'est de la lumière qui n'est pas naturelle. Normalement, les animaux, ils se dirigent grâce à la lumière de la Lune, mais en fait, s'il y a plein d'autres lumières autour, ils vont plus trop capter où ils sont. Il y a aussi des collisions avec les mammifères marins, parce que c'est des gros bateaux, et que parfois, ils se prennent dans des baleines, dans d'autres animaux. Et il y a du transport de ce qu'on appelle des espèces invasives qui en fait vont arriver d'un port à un autre, qui sont très éloignés. Et donc, c'est des espèces qui sont mises soit sur la coque, soit dans les eaux de ballast, qui permettent d'équilibrer les navires, et qui ont parfois rien à faire là et qui peuvent proliférer de manière complètement incontrôlée et tout déséquilibrer une fois sur place. Donc voilà, il y a plein d'autres impacts. Souvent, on parle du carbone. Donc certes, si on prend juste le carbone, le transport et l'endroit d'où ça vient, c'est moins important. Mais si on regarde tout le reste, on se rend compte qu'il y a plein d'impacts qu'on oublie et qui sont aussi importants. C'est vrai. Là, tu mets en lumière du coup des zones un peu obscures. On se dit, bon, en fait, non, c'est pas tant que ça, mais finalement, si, parce que en fait, tu as tout qui en découle derrière et que tu n'y penses pas forcément. Donc, c'est sûr que c'est vachement intéressant d'avoir un peu le spectre très large et très vaste pour vraiment voir de A à Z. Et du coup, pendant votre documentaire, vous êtes allé à la rencontre de pêcheurs. Et comment ça se passe quand on va à la rencontre de pêcheurs, du coup parce que vous voulez laisser les poissons tranquilles, donc ça veut dire pas de pêche. Mais du coup, quand vous allez interviewer des pêcheurs, qu'est-ce que vous leur dites, comment ça se passe et comment ça s'est passé du coup? Bon, il y a plusieurs anecdotes, hein. Là il y en a beaucoup. Il y a le carnet d'anecdotes, Ouais. vas-y. On peut le rouvrir, celui-là, le petit carnet d'anecdotes. Non, alors déjà, oui, dans le documentaire, donc on donne la parole à des éleveurs bovins et à des pêcheurs, à une pêcheuse, qui était quand même vraiment important pour nous, pour leur donner la parole. Et alors forcément, tout dépend du pêcheur. Si on va voir le pêcheur qui est à fond dans le chalutier, qui fait ça pour des raisons purement pécuniaires, il n'aura pas du tout le même avis que Sandrine Thomas ou Benoît Guérin, donc qui sont les deux personnes qu'on allait voir dans notre documentaire, qui ont une approche totalement différente de la pêche, qui ont un impact totalement différent forcément du gros chalutage de fond qu'on peut voir dans les reportages. Donc voilà, les deux étaient d'accord, nous ont clairement dit, face caméra, filmé, il faut réduire notre consommation de protéines animales, ça c'est clair et net. Il faut diversifier nos variétés de poissons, s'éloigner de tout ce qui est crevettes, saumon, thon et cabillaud. Voilà, il y a d'autres espèces dans l'océan, il ne faut pas en avoir peur, elles sont tout aussi bonnes et comestibles. Donc voilà, on a même rencontré Pierrot, qui est alors attention, un vieux de la vieille, qu'on a rencontré pendant qu'on interviewait Benoît, qui a plus de 85 ans, il me semble. Et il nous a dit au micro, avec l'accent du Sud, est-ce que je me lance là-dedans? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, avec un accent et tout, il nous a dit, écoutez, moi je vais vous dire, la solution elle est simple, pour que les poissons reviennent en Méditerranée, il faut toutes et tous qu'on devienne végétariens et végétariennes pendant 5 ans. Il n'a pas utilisé la parole inclusive, mais voilà, j'ai ajouté ça. Pendant 5 ans, du coup. Il a dit 5 ans, lui. Ça veut dire que ça... Il n'est pas scientifique, hein. Je tiens à le dire, mais il a dit 5 ans, voilà. Ça veut dire que ça laisse le temps, du coup, aux espèces de se régénérer et de faire à nouveau assez de poissons, peut-être, pour les
pour en consommer sans qu'il y ait extinction. Je pense que lui disait 5 ans juste pour dire bon ok, moi ma génération Oui. on s'est gavé, on a pris vraiment beaucoup de poissons et là ouais, faut les laisser un peu tranquilles le temps qu'ils se reposent quoi. Ouais. Mais je suis pas, à mon avis, je suis pas sûr qu'il y ait d'études scientifiques derrière tout ça. Non, mais je peux dire que il peut y avoir en vrai un raisonnement derrière on va laisser, je pense, du coup, tu en as parlé, j'ai écouté du coup le deuxième épisode de votre podcast où il disait qu'il fallait tourner en fait sur les zones pour laisser le temps aux espèces de se multiplier, de se régénérer et ainsi de suite pour pas avoir du coup un épuisement des stocks de poissons. Donc, ok. Ouais, carrément, mais c'est un sujet qui est hyper important et d'ailleurs qu'on a un peu évoqué aussi dans notre première série de documentaires où en fait les gens qu'on rencontrait nous disaient que l'océan était incroyable parce que si on le laisse tranquille, on se rend compte qu'en fait il est capable de se régénérer des endroits où il y a eu des destructions massives des écosystèmes parce qu'il y a eu une tempête ou parce qu'on a trop chaluté ou parce qu'il y a eu trop de touristes qui sont venus voir les coraux et qui les ont abîmés. En fait, si on ferme les zones, on se rend compte que la biodiversité revient, que les espèces petit à petit reviennent. Donc ça commence par les petites et puis ensuite les plus grosses parce qu'on remonte la chaîne trophique comme ça. Et c'est la même chose avec les poissons en fait. Si on ne leur laisse pas le temps de se reproduire sur des zones et si on pêche au moment de la reproduction, en plus des espèces qui ne sont pas encore arrivées à maturité sexuelle et qui du coup sont encore trop petites, forcément en fait très vite il n'y aura plus de cette espèce-là et on aura tout bousillé. Alors que si on fait des fermetures, ce qu'ils appellent spatio-temporelles, donc en fonction du moment de l'année, une certaine zone, et qu'on tourne, et là, on va réussir à préserver l'espèce beaucoup plus facilement. Et du coup, vous avez rencontré des petits pêcheurs, et du coup, ils ont un discours vraiment peut-être aussi, tu disais, il faut qu'on réduise notre consommation de poissons. Mais du coup, eux, comment ils le vivent? Parce que c'est quand même leur activité. Mais bon, évidemment, il faut que ce soit périn et il faut pas tout prendre d'un coup pour après ne plus rien avoir, entre guillemets. Mais ouais, il faut trouver un équilibre. Il faut justement valoriser des pratiques de pêche beaucoup plus vertueuses. Donc l'exemple de Sandrine Thomas, elle fait plutôt de la pêche à la ligne. Quand on l'a rencontrée, elle parlait beaucoup du bar. Elle me dit elle nous disait l'avantage avec cette méthode de pêche, c'est que 95% ce que je vais prendre, ça va être du bar, parce qu'elle va réussir à cibler vraiment l'espèce. Et elle dit les 5% de prise accessoires, elle peut facilement enlever la ligne et libérer le poisson qui puisse vivre, avec quand même le petit handicap, c'est qu'il gardera l'hameçon. Mais voilà, par rapport à d'autres espèces, on est quand même sur des taux de prise accessoire relativement, très très faibles même. Et après, elle est aussi formatrice de la méthode Ikijime, qui est une méthode qui permet de... alors je mange pas de poisson, je pourrais pas vous dire. En tout cas, apparemment, qui permet de garder une chair traitée tendre, de valoriser davantage le poisson, de mieux vendre le poisson. Et si tu vends mieux ta marchandise, forcément, étant donné que ce ne sont pas des personnes qui sont très vénales, elles ont très vite de quoi amortir et de quoi vivre. Sandrine nous disait, avec une 50aine de poissons, économiquement, la marée est assurée. Donc, c'est-à-dire en payant le bateau, le port, elle, ses équipiers. Je pense qu'un chalutier, quand on lui dit 50 poissons, t'es rentable, il dit rajoute de 4-5-0 derrière, on en reparlera. Et puis du coup, tu parles des chalutiers, mais il y a aussi du coup toutes les méthodes de pêche qui sont très destructrices et puis aussi toutes les autres, le pourcentage de pêche accessoire, c'est ça, dans les gros bateaux, on va dire, c'est combien à peu près? Là, tu me parlais du coup tu m'as dit quoi, 5%, 10% à peu près, voilà. Ouais, la moyenne, c'est très dur d'évaluer, donc on n'a pas de chiffre précis. On dit que c'est entre 8 et 25% des prises qui sont des prises dites accessoires, entre grosses guillemets, et qui sont en réalité des prises structurelles, parce qu'on sait très bien quand on va mettre des gros filets à certains endroits qu'on aura des dauphins, des requins ou d'autres espèces qu'on ne cible pas, mais qui en fait sont les prédateurs des espèces qu'on cible. Donc s'il y a les espèces qu'on cible, le bar, il y aura forcément les prédateurs, donc les dauphins. Et après, il y a des pêches qui vont avoir des prises structurelles beaucoup plus importantes, notamment la pêche à la crevette, où on est plutôt à 85% de prises accessoires. Donc pour 1 kilo de crevettes, il faut je ne sais pas combien de kilos de
prise d'espèces D'autres qu'on n'a choses, pas ouais. ciblées et qui ne sont pas des crevettes. Tout ça pour avoir des petites crevettes dans nos assiettes. Ouais, donc Petite crevette, gros impact. un prochain slogan, peut-être. Mais c'est vrai, ça, 85%, c'est énorme. Ça veut dire que ta crevette, t'en manges une, mais ça veut dire qu'il y en a, allez, on va dire 3-4 qui sont, enfin 3-4 autres espèces qui sont mortes pour avoir cette crevette-là. En fait, donc la perte, elle est énorme. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout viable. Enfin, si on regarde juste les chiffres, il n'y a rien qui est bon. En fait, l'équation, elle est pas bonne, quoi. Donc, non, on est clairement pas bon. Et c'est aussi ce que disent les pêcheurs qu'on a rencontrés, Benoît, Sandrine, c'est qu'il faut varier les espèces. Et arrêter de vouloir manger absolument du cabillaud, du thon, du saumon, parce que le saumon c'est en élevage, et alors là on parle pas des impacts, c'est encore pire, ou des crevettes, mais aller sur des espèces qu'on peut peut-être mieux cibler, sur lesquelles on est prêt à payer plus cher aussi, et du coup donner plus de valeur, ce qui fait que si les pêcheurs sont mieux payés, ils ne seront pas obligés, ils n'auront pas de pression à aller pêcher beaucoup plus. Donc il y a tout cet enjeu dont parlait Julien sur le prix aussi des produits d'origine animale qui fait qu'on arrivera à baisser les pressions si on arrive à remettre de la valeur, si on a encore envie d'en manger. Ouais. Et est-ce que du coup un jour plus personne ne mangera de poisson? Est-ce que ça c'est une belle... Alors, on s'appelle Bluetopia, donc on est des utopistes. Ouais, exactement. Mais Bluetopia a 5 ans. Et donc on s'est pris quelques claques. Et donc même si on reste quand même utopiste, non, je pense que il y aura toujours des personnes qui mangeront du poisson. Et au-delà de ça, en fait, c'est bien d'avoir un prisme local, mais il faut aussi savoir prendre du recul et regarder à l'échelle planétaire. Et donc il y a certains pays pour lesquels le poisson est quand même une source alimentaire de subsistance. Je pense à des pays insulaires où il n'y a pas forcément les terres, il n'y a pas l'espace pour cultiver des légumes. Et donc ces pays-là doivent et devrait avoir en priorité l'accès aux ressources halieutiques, ce qui n'est pas le cas de la France, qui est un pays avec, on va dire, des espaces agricoles quand même considérables. Ouais. Et donc, nous, en tout cas, en France, on a les alternatives pour manger plus végétal et se passer de produits de la mer ou de ressources halieutiques. Donc, laissons plutôt les poissons à celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Et nous, contentons-nous de la carotte fumée aux algues. Qui fera très bien l'affaire. C'est parce que voilà, tu me parlais des espèces très... c'est quoi? C'est qu'elles sont populaires en fait. C'est ça le truc, c'est le problème, c'est qu'il y en a qu'on préfère parce que voilà, en fait, elles sont prisées et elles sont typiques de tel ou tel je sais pas, événement ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, tout le monde veut ces espèces-là. Du coup, ça les épuise. Enfin voilà, on est obligé de tout faire pour les avoir. Alors qu'en fait, comme tu disais, il y en a plein d'autres. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on veut nos sushis au thon et au saumon, on veut le saumon fumé à Noël, le saumon en papillote, les crevettes et le cabillaud. C'est vraiment les espèces qu'on mange le plus. Et en fait, on connaît même pas les autres, ou alors très peu. On sait même pas qu'il y a une saison des poissons, parce que comme il y a des moments où ils vont se reproduire, forcément, il y a des moments où il faut pas les pêcher. Et donc, il y a une saisonnalité, comme pour les fruits et légumes, comme pour les algues. Et ça, en fait, c'est aussi des choses à respecter si on décide qu'on a envie de continuer à manger du poisson. Se renseigner un peu plus sur quelles espèces on peut manger, quelles espèces sont sous pression aujourd'hui autour de chez nous, à quel moment de l'année il vaut mieux les manger. Il y a aussi des espèces de rivières, par exemple, qu'on ne connaît pas du tout. À La Rochelle, je sais qu'il y a un chef qui travaille beaucoup sur les poissons et sur varier les différentes espèces de poissons pour ne pas mettre trop de pression sur toujours les mêmes. Okay. Donc voilà, c'est plein de pistes si on décide de continuer à en manger, à explorer pour pouvoir limiter son impact. Ouais. Et c'est vrai que le poisson aussi a ce truc-là de ne pas être considéré comme de la viande. Du coup, la viande, on va dire, à part entière. Voilà. Tu veux parler de mon post LinkedIn? C'est vrai. Non. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà, enfin, je veux dire, quand dans l'inconscient collectif, un petit peu, mais du coup, on essaye de changer comme on peut ces mentalités-là. Quand on dit, par exemple, qu'on est végétarienne, ok, donc tu manges quand même du poisson. Oui, clairement, on l'entend de plus en plus. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines... On avait fait une visio et en effet la personne nous dit moi je suis végétarienne donc je mange peu de viande mais je mange encore du poisson. Donc là boum, la douche froide, ok. Donc faut revoir les bases. Donc non, en effet la personne en question est plutôt pescétarienne. Oui. Voilà. Mais pas végétarienne. Oui.
Donc en effet, on a on a vraiment pas du tout le même regard. Alors déjà que si on regarde à l'échelle mondiale, les animaux, on va dire, qu'on élève pour en faire de la viande, on n'a pas forcément beaucoup d'empathie pour ces personnes-là, pour ces individus-là, lapsus. Ces individus, ouais. Pour ces individus-là. Le poisson, il y a encore, on est 1000 points derrière, quoi. Voilà, on parle des poissons comme du stock. Donc il y a encore un gros travail. Des ressources, exactement. Les ressources halieutiques, ouais, tout à fait. Donc voilà, Malo met le point sur même nous qui sommes quand même conscients de ces enjeux-là. Ça nous arrive de faire des petits dérapages, des petits loupés et d'appeler ça ressources. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, je veux dire, en général, dans la société. Voilà, donc c'est pas vous personnellement. Oui, non, mais clairement. Et après, pour avoir été instructeur de plongée et pour avoir passé du temps au milieu des poissons, croyez-moi, ils ont des émotions et ils sont aussi très joueurs. Mais c'est vrai parce qu'on est vachement éloigné d'eux. Par exemple, si on pense à une vache, ok, on va la voir dans le pré à côté de chez nous, mais du coup on se dit bon bah les poissons ils sont dans l'eau. Enfin voilà, on a vraiment le truc séparé entre les deux et que en fait tout ce qu'on ne voit pas, en fait, voilà, on se dit en fait il n'y a pas d'impact ou je m'en fous peut-être ou voilà ils souffrent pas ou on manque peut-être de, je sais pas, de relation ou ouais d'un échange avec eux pour vraiment avoir de l'empathie pour eux et les considérer aussi comme des individus. Ouais, carrément. Je pense que nous, c'est aussi pour ça que chez Bluetopia, on encourage tout le monde à sortir et à aller passer du temps avec le monde sauvage, parce qu'on ne fait plus trop partie du monde sauvage. On n'aime même pas trop dire nature, parce qu'on fait partie de la nature. Mais ouais, que ce soit aller passer du temps dans l'océan, à regarder les poissons, si on a la chance de pouvoir le faire à côté de chez soi, passer du temps dans une forêt, regarder les animaux et les végétaux qui l'habitent, passer du temps, je sais pas moi, n'importe où, en fait, dehors et se rendre compte que c'est incroyable et que c'est beau. Et du coup, c'est aussi ça qui donne envie, je pense, de préserver le monde vivant. Nous, c'est ce qui nous a donné envie de s'engager pour la préservation de l'océan, c'est le fait de passer du temps à surfer, donc plutôt à la surface où on voyait pas trop ce qui se passait en dessous, et puis ensuite à plonger, à regarder tout ce qu'il y avait sous la surface et à quel point c'était incroyable. En fait, on a envie de préserver ce qu'on aime et ce qui nous émerveille, ce que disait Cousteau, le fameux commandant Cousteau. Même si c'est vrai que les fonds marins français et méditerranéens sont quand même moins cool que certains fonds marins dans le monde, mais si on reparle des ordres de grandeur, en effet, prendre l'avion pour aller faire une semaine de plongée, c'est incohérent, donc il faut savoir faire quelques sacrifices. Du coup, tu te contentes des fonds marins français? Ouais, ou alors faut se contenter des vidéos YouTube. Ouais, c'est vrai que ça ne va pas être pareil, mais est-ce que vous avez rencontré des critiques, fait face à des critiques, notamment, du coup, on va parler de votre alimentation à ce niveau-là. Est-ce que voilà, on vous a fait des remarques tu parlais tout à l'heure de ta mère, par exemple, qui était très inquiète, donc je pense qu'elle ne devait pas être la seule à s'inquiéter pour vous, mais voilà, est-ce que vous avez eu des remarques à ce niveau-là? Ouais, alors au-delà des inquiétudes, je pense que nos copains, ils ne sont pas forcément inquiétés, mais je pense qu'ils étaient plus saoulés parce qu'ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va leur faire à manger? Après, l'avantage qu'on a, en tout cas que j'ai, c'est que j'adore cuisiner. Et du coup, quand je sais qu'on va chez des amis ou quand on reçoit du monde, on cuisine des choses qui sont bonnes et on leur apporte ou on leur fait goûter. Et en fait, je pense que passer par le goût et passer par déguster des choses qui sont très bonnes, ça vaut 1000 mots et 1000 argumentaires. Je pense que maintenant, ils sont contents de vous inviter parce que du coup, je ramène à manger. Donc c'est exactement, on a changé l'état de chacun. Mais ouais, non, ils savent qu'ils vont très bien manger quand ils viennent ou qu'ils vont aussi avoir des bonnes choses à manger. Donc ouais, je pense que c'est bien plus simple de faire goûter les choses, en tout cas dans un entourage comme ça, où quand les gens sont un peu sceptiques, ou savent pas quoi faire, ou ça leur fait peur, ou même au début ils oublient, parce que c'est pas forcément évident quand tu le dis une ou deux fois, ah oui c'est vrai, mince, j'avais oublié. Et d'ailleurs, ouais, même des barbecues, je repense à des barbecues avec des copains où on ramenait nos brochettes de tofu et de tempeh et en fait, on mangeait quasiment rien de la soirée parce que tout le monde avait voulu goûter et que du coup, on se faisait dévaliser, quoi. Ça, c'est le truc. En fait, je trouve ça, c'est cool, tu vois, c'est bien. Mais en fait, déjà que toi, t'as pas beaucoup à manger et en fait, du coup, t'as plus rien après. Mais bon, comme tu dis, il faut faire goûter, il faut montrer que c'est bon et que voilà, et que ça. Donc, ça veut dire que c'était très bon et qu'ils ont aimé alors. C'est ça, donc il faut faire en quantité quand tu vas chez les copains. Ouais, c'est ça, en fait, il faut que tu ramènes pour 10 personnes, quoi. Exactement. Ok. Et au-delà, du coup, de votre entourage, donc proche, amis, famille,
voilà, qui étaient peut-être un peu voilà, inquiets ou quoi. Est-ce qu'il y a eu d'autres... Non, bon, moi, je parle souvent de mon beau-père, qui est un énorme viandard, mais vraiment plus, lui, je pense qu'il explose la moyenne française. En France, on est entre 80 et 85 kilos, lui, il doit être à 150. Mais du coup, je pense qu'après, ça va, parce qu'avec Mallory, on est quand même plutôt cool, quoi. On a beaucoup de second degré, donc en fait, on se chante, on se taquine, et au fond, il nous l'a dit plusieurs fois, il sait très bien qu'on est dans le vrai, et que lui, il est plus dans le faux. Et après, bon, les critiques, ça dépend des réseaux sociaux. Si on regarde un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Instagram, c'est plutôt bienveillant. Et là, si on veut se marrer, on va faire un tour sur Facebook. Et là, là ça envoie la viandard complotiste. Là, on s'en prend plein les dents, mais c'est très marrant. Donc en fait, tu choisis ton réseau et en fait, tu as la communauté qui va avec et les gens derrière, soit ils sont OK, soit c'est... Ouais. Mais ça... Ouais, ou par exemple, on a fait une recette de quiche Lorraine qu'on a appelée quiche Lorraine. Ah, oh là là. Et donc, on a des gens qui disent changez le nom de votre recette, s'il vous plaît, ce n'est pas une quiche Lorraine. Mais en fait, on s'en fiche, quoi. Ça ressemble à une quiche Lorraine. C'est pas les ingrédients. Quiche Lorraine vegan, voilà, il faudrait mettre végétal. Sauf qu'on n'a pas envie de mettre végétal en avant parce qu'on veut faire des recettes végétales qui ne parlent pas qu'à des véganes. Oui, voilà, donc, bien sûr. C'est aussi l'idée, c'est de pas mettre vegan en gros partout pour pouvoir attirer des gens qui trouveront ça bon et qui peut-être se seront même pas rendus compte qu'en fait c'était végétal, mais juste c'était bon. Voilà, mais bon, il y a forcément toujours des gens pour critiquer. Bien sûr, ouais. Mais donc au-delà de ça, ouais, il n'y a pas eu vraiment de critiques ou quoi, voilà, pour attaquer vraiment sur votre mode de vie. Non, en tout cas, on l'a pas vu, on fait pas attention. Enfin, franchement, on s'est jamais fait agresser, insulter. En vrai, ça va. Après, je dis ça en rigolant, mais on est quand même à La Rochelle, c'est quand même une ville plutôt bobo à la cool. Oui, donc, vous êtes dans le milieu, voilà, il joue aussi. On est dans le bon milieu, on est au bon endroit. Ouais. Ok, non mais tant mieux, enfin je veux dire, c'est très bien aussi de ne pas avoir voilà, de critiques ou de problèmes ou d'obstacles quand on fait une transition, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement parce qu'elles ne sont pas forcément dans le bon milieu, entre guillemets, ou qu'elles sont encore dans la famille, qu'elles veulent du coup changer leurs habitudes, mais du coup elles ne peuvent pas forcément. Quels seraient vos conseils pour ces personnes-là Changer de famille. Alors, amis, ok, mais famille, du coup, comment on fait? Parce que là, ça va être compliqué. Non, mais j'allais dire, nous aussi, quelque chose qui a rendu plus facile la transition, c'est d'être à deux. Bien sûr. On a changé à deux, on est allé au dîner à deux, on a tout fait à deux. Donc, en fait, ça impose plus voilà, ça impose plus. Ouais. Donc, si on n'a pas cette chance-là, peut-être essayer d'aller chercher des personnes qui sont passées par là ou qui sont à peu près au même niveau et qui vont pouvoir soutenir, échanger. Je pense que s'entourer de personnes qui ont les mêmes valeurs, c'est toujours un plus et ça aide à aller de l'avant. Et ensuite, si ça suffit pas, essayer de trouver les bons arguments pour expliquer pourquoi à sa famille on a envie de changer d'alimentation. Moi, je sais qu'on a fait des quiz en milieu scolaire auprès de 5e par exemple, et à la fin il y a une fille qui est venue nous voir en me disant merci parce qu'en fait ça me donne des arguments parce que j'ai envie d'être végétarienne mais que mes parents comprennent pas. Et du coup elle avait quelques arguments, quelques chiffres qu'elle allait pouvoir le soir auprès de ses parents donner pour expliquer pourquoi elle voulait devenir végétarienne. Donc je pense que si les émotions, ça suffit pas, et passer par de l'argumentaire chiffré, scientifique, avec des données pour essayer d'expliquer en fait pourquoi on fait les choses. Sûr. Ok. Et du coup, je vous propose de créer Vumble, l'application de rencontre entre véganes, pour ne jamais être seul face à un repas omnivore et d'arriver en force. Ça existe vraiment ? Non. Ah non. Non, je propose une idée. Si quelqu'un cherche un truc à faire, Vumble. Une application de rencontre. C'est ça. Mais du coup, ça doit être super satisfaisant d'avoir ce genre de retour. Tu parlais là dans la classe de 5e, d'avoir des gens, là du coup, tu as ton retour, ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment direct en fait de ok, cool, tu m'as donné les clés, maintenant je vais pouvoir peut-être du coup propager ça entre guillemets à ma famille et tout. Donc ça c'est. Est-ce que vous avez. Quel est l'accueil que vous avez par exemple dans des classes de collège ou quoi? Est-ce que vous avez des retours? C'est quoi les questions que se posent? Est-ce que vous faites des questions-réponses déjà? Forcément, il n'y a pas forcément de moment question-réponse, mais il y a plein de questions qui émergent. C'est quoi les grosses interrogations? Est-ce qu'il y a des idées reçues aussi plein d'idées reçues. Beaucoup de la part des mecs, mais je vais pas pouvoir faire de sport, je vais pas pouvoir être musclé. Donc déjà, Julien, il est là juste pour il est là juste pour faire la plombe verte en mode je peux être... Regardez, il est sportif, il va courir le semi-marathon en moins d'1h30.
Je croise les doigts. Facile. Ouais. Et tout va bien, il est en bonne santé. Donc, première chose, ça va être ça. Deuxième chose, c'est pas bon, on va manger que des graines, de la salade. Moi, ça m'intéresse pas. Et donc là, pareil, on leur partage des idées de recettes. Nous, à chaque fois, les élèves, quand on fait les quiz, par exemple, ils repartent. L'équipe gagnante repart avec une carotte, c'est le cadeau. Une carotte bio, attention, et une idée de recette à faire avec sa carotte. Ok. Pour montrer que ça peut être très bon, même si c'est 100% végétal. Est-ce que tu penses à d'autres idées reçues? C'est les deux principales, c'est en gros, j'aurai pas de muscles et ça va pas être bon. Et du coup, ouais, vas-y. T'as d'autres. Non, après, ça dépasse l'alimentation végétale, c'est toujours le prix, où ça coûte cher. Tout dépend là où on intervient, mais tu as toujours ce préjugé, en fait, manger mieux, manger bio, parce que nous, ça dépasse justement juste l'alimentation végétale. Bien sûr, oui. Et on nous dit tout de suite, ça va coûter trop cher, moi, j'ai pas les moyens, on est 4 frères, mes parents, ou alors ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut faire le marché, l'épicerie en vrac. Bio, Moi, tu vas en grande surface et tu fais 300 € de courses pour toute la famille. Donc, il y a aussi cet argument-là, quoi. Ouais. Après, Malo a tout dit, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu leur réponds du coup quand du coup il y a des garçons qui ont ces inquiétudes-là en mode voilà pour le sport, parce qu'il y a aussi cet aspect-là moi personnellement, je sais qu'on va dire que 80% de mon audience est féminine. Donc on voit que les sujets écologie, santé, bien-être, environnement, animaux aussi, tout ça c'est vraiment très, très féminin et que les hommes ne s'y intéressent pas forcément énormément. Donc comment toi, à ton échelle, avec tes réponses, comment est-ce que tu essayes de changer j'aime bien toi-même. J'aime bien le second degré, donc je dis parce que tu t'es mis au sport, parce que la plupart en fait ils te disent ça, mais en fait ils sont pas du tout musclés, à mon avis. Ils font pas de sport, à part courir après le bus le dimanche le vendredi à 17h, ils font pas beaucoup de sport. Donc, après, si je leur dis, écoute, en fait, moi vu que je suis à fond dans les algues en ce moment, je donne le chiffre du pourcentage de protéines dans la nori. Après, je dis le tofu aussi. Le tofu, on peut atteindre jusqu'à 20% de protéines, donc ça suffit amplement. Et après, va avoir... parce qu'en général, nous, c'est des jeunes, donc c'est la génération TikTok. Mais on n'est pas sur TikTok. Donc, pour le moment, Instagram, ils connaissent encore. Okay. Ça, on n'est pas... Facebook, là, ils trionnent, mais... Ah bah oui. Puis même pour vous, je pense que sur Facebook... Facebook, oui, non, voilà, c'est fini. Ça. Ouais. Okay, donc, mais du coup, Instagram, je leur dis, voilà, on a fait un réel. T'as quiche Lorraine, t'as tartare d'algues, et t'inquiète pas, t'auras tous tes besoins en protéines. Et crois-moi, Coco, t'as 15-16 ans, ça va, t'inquiète pas. Tu vas pas mourir de faim. Ok. Parce que ça, du coup, les inquiétudes que eux ils ont, c'est en fait ce que tout le monde a, on va dire, dans la société, parce que on leur a un peu diffusé cette inquiétude-là, et en fait, ça se propage comme ça. Oui, en fait, ils se reposent vraiment sur des gros titres, des articles qu'ils ont vus, mais en fait, je crois que même eux, en fait, ils regardent même pas leurs besoins nutritionnels en protéines. Je vais te dire. Ils font même pas attention à ça, quoi. C'est juste, ils ont vu ça, ok, c'est un des préjugés, boum, je posais la question, parce que voilà, j'ai vu ça, est-ce que c'est vraiment vrai ? Et au final, tu leur montres très facilement qu'avec une alimentation végétale, t'as pas de souci à te faire au niveau des besoins nutritionnels, quoi. Parce que du coup, ils sont jeunes, donc ils font peut-être pas forcément attention à ça, mais je veux dire que c'est vrai pour toutes les personnes. Quand tu as des adultes qui te disent « Ah, mais fais attention à tes besoins et tout », mais alors que... Du coup, toi, tu t'es au courant, donc tu vas faire attention à ça, mais alors qu'eux-mêmes ne le font pas, c'est quand même assez drôle. Oui, et puis on a beaucoup trop de protéines. En France, on mange déjà beaucoup trop de protéines. Donc en fait, même si on enlève les protéines animales, avec un peu de chance, on en aura déjà assez dans notre alimentation et il suffit d'y penser un peu pour qu'il y en ait largement suffisamment. Et par contre, la plupart des omnivores manquent de fibres. Donc en fait, c'est aussi repenser le rapport de force, entre guillemets. En fait, quand on devient végétalien, on a les fibres qui nous manquaient peut-être avant et les protéines, finalement, on en avait potentiellement déjà trop. Donc on est plutôt à l'équilibre, quoi. Ouais. Donc en fait, c'est le bon juste milieu, quoi. Et quel est vos plats préférés ? Un seul chacun. Waouh, vas-y, commence. Moi, c'est un plat, je pense, tout simple. Et que tu fais ou pas ? Oui, je peux le faire. Ouais, ok. Je peux le faire. Ok, ah oui, c'est ça, ouais. Parce que je veux que tu me dises la recette. Hein. En plus, c'est une recette assez simple. Ok, vas-y. Le tartare d'algues, il fait qu'une recette. Ah oui, bah là, oui, mais ça, tu l'as déjà partagé. Non, oui, je peux dire le tartare d'algues, mais en vrai, c'est pas mon truc préféré, c'est mon deuxième préféré. Voilà, c'est le tartare d'algues. Ok. La recette a déjà été donnée par Mallory, mais en fait, c'est ma recette.
Ok. Non, et après, moi, ce que j'adore vraiment, c'est le houmous. Le houmous, je pourrais en manger tous les jours. J'adore ça, quoi. Ok, effectivement, fait maison. Donc des ça plats va, très très simples, quoi. Tu ça vois. va, oui. Au mousse pain et puis ça. Vas-y, la recette. De quoi? Ah ouais, On la va voir recette, si- ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais. Ok, bah, Vas-y. le houmous, petite recette, pois chiches déjà à la Ouais, base de la ok. base. Si vous prenez des pois chiches secs, n'oubliez pas de les tremper dans l'eau avant, s'il vous plaît. Mhm. Trempé dans l'eau. Hein? Tu- Ah non, après, il faut les faire cuire. Ah, ok. Elle essaie de me piéger. Ouais, mais, ouais, c'est ça, c'est faut clair. voir si tu. Pour que tu le Mais fasses, c'est fais ouf. gaffe, après tu vas avoir du pain sur la planche. Donc, Donc hop, après, faut que je mette l'étape essoreuse et tout, s'il te plaît. Le podcast, quand même, on va faire des couples, hein, Malo, faut accélérer. Hein. donc Donc pois non, chiche. bon, pois chiche, hop, tu mets ça dans du blender Ouais. avec petite sauce tahini, c'est pas mal, Ouais. le petit plus. Bien sûr. Après, jus de citron, Ouais. sel. Moi, j'aime bien rajouter des algues. Ok, oui, bah oui. Toujours. Évidemment. Ok. Et après, par-dessus, de l'huile, comme vous Ouais. voulez. Huile d'olive ou huile de sésame, c'est très très bon. Mm. Et là, récemment, je pense que ça serait pas mal d'ajouter un petit peu de za'atar pour le dressage. Et quelques herbes aromatiques. En tout cas, Mallory rigole beaucoup. Ouais, Je sais ouais, pas vas-y. pourquoi, mais. Crache ta valda. Non, non, l'ail, C'est- parce que moi, ah, je oui. pense, non, mais moi je pense à la laine, donc j'évite l'ail. Non, non, c'est vrai que l'ail, ça joue un Non. rôle. Ouais, parce que sans ail, ça va être très. très Je fade. remplace pas autre Tu, chose. ouais, ok. Non, Donc, je bon. rigole beaucoup parce qu'il il dit qu'il peut la faire, parce que Julien ne cuisine jamais, à Ouais. part le tartare d'algues depuis Ouais. qu'on a commencé les. Bon, ok, les faut cours. raconter notre vie. Les soirs où Malo rentre tard du yoga, je cuisine. Tarte à l'algue, non. Tarte, non. Pas moi. Ah. T'es une mytho. c'est incroyable. Donc, ok, on a le houmous pour Julien. Donc, Ça donne pas du tout envie à Maxime, le houmous. si, mais j'adore ça, mais c'est pas. Enfin. Un plat, c'est Mais vraiment si. juste tu vois, un truc pour accompagner un peu. Mais si tu veux en faire ton plat, pas de souci, ok. Donc du Tu houmous, rajoutes des falafels par-dessus, comme Non, ça te bah fait un non, vrai là, plat. t'as 100% pois chiches. Ouais, Ah ouais. Aubergine. ouais, ok. Oui, avec un petit peu de légumes, quoi. Ok. On va dire ça pour Julien et donc Petit pour toi. mezze houmous. Tu prends le micro parce que sinon je pense que t'en entendras pas. En plus, non, j'ai oublié le mot. Mezze. Pas un pois chiche. Oh là là. Ah, super. T'as pas le nom? Non, j'ai pas Non, le nom. ok. Coupé. Non, Tu sais que je fais pas de montage, hein, donc Ah. là, tout ce que tu dis. tartare d'aubergine, caviar Ah, mais d'aubergine. oui, ok, je vois. Baba ganouche. Le baba ganouche, Ouais. un petit mezze, voilà. Pain pita, houmous, Oui, baba pain ganouche. pita. Ok, là, du coup, j'ai un vrai plat et là, je valide. Ok, donc, ok, C'est ça bon, on marche. a l'invitation de Maxime. Ouais, on ok, est donc, sauvé. ça marche. Et pour toi? Ok, du coup, j'ai pas du tout le temps de réfléchir Ouais, avec oui, tout avec ça. Si j'ai brodé, t'es- Avec tout ce que tu l'as dit. Non, moi, ce que je fais le plus souvent, c'est un riz sauté à l'indonésienne. Ok. Donc, très simple. Je fais cuire le riz au rice cooker parce que c'est plus simple. Ouais. Et après, les légumes de saison revenus dans un wok avec plein d'épices, avec du cumin, de la coriandre en graines, du curcuma, des oignons, de l'ail, plein de gingembre. Et dès que les légumes sont prêts, je rajoute le riz, je mélange tout, un peu de sauce soja et c'est bon, c'est prêt à servir. Et pour finaliser le tout, Ouais. un petit tofu frit par-dessus. Ouais. Je me suis Voilà. dit, ben mince. Bah non, Il est quand où même, le tofu. Il est où le tofu? Tofu frit ou tempeh. Ok. Donc tofu bien mariné avec de la fécule de maïs et revenu dans l'huile pour qu'il soit bien croustillant. Ou du tempeh revenu pareil bien dans l'huile et la sauce de soja et un peu de sirop d'érable pour caraméliser tout ça. Oui. La recette d'hier soir aussi. Incroyable. On n'a pas dit 3 recettes, il a dit Vas-y, une mais chacun. c'était quoi, du coup? Alors, c'était à base de lentilles et du skyr. Ok. Mais C'est pas incroyable. du skyr, le Mais skyr, si. c'est pas végétal. Oui, bah, du skyr végétal. Oui, du ski à Alpro, ils en font maintenant. Hein. Bah oui. Ah ok, je Ouais. savais pas. Bah si, c'est marqué skyr. Non, la recette d'hier, je vais la donner parce que c'est moi qui l'ai Parce que, cuisinée. voilà. il a commencé, mais il a pas réussi. Des Voilà. lentilles et du skyr, voilà. Donc, du coup, Donc c'était des lentilles revenues avec oignons, ail, huile d'olive, ok. en épicier avec curcuma, cardamone, curry et cumin en graines, de la harissa pour relever Ok. le tout. Ouais. Donc cuit avec un bouillon, un demi-litre de bouillon par-dessus les lentilles. Et dès que c'était tout évaporé, les lentilles étaient prêtes. Et servi sur une petite sauce au yaourt végétal avec du citron, du zeste de citron, du sel, du poivre et de l'ail. Et du zeste de citron encore par-dessus et des petites feuilles de coriandre ou de persil en fonction des herbes aromatiques qu'on a. Ah oui, il y avait des choux de Bruxelles. Mais, Avec tout mais ça. quand est-ce que tu ouvres ton restaurant? Moi, c'est la question Un que je me jour pose. peut-être. C'est Parce que c'est là, la question que Julien me tu- pose aussi. Ah ouais, parce que là, tu me dis, ouais, zeste de citron, tout ça, machin. Je me dis, mais en fait, je vois, rien que quand tu le racontes, je vois le plat, mais il est beau, tu vois.
et ça donne envie. Donc, quand Quand est-ce Bah oui, c'est ça. Peut-être un jour. Non, parce que tu as vraiment du coup une vraie passion pour la cuisine, on est d'accord. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que tu l'avais déjà avant de devenir végétalienne ou est-ce que ça s'est amplifié, on va dire, avec le fait. Ouais, Julia fait des pourquoi tu fais des Julia signes fait des têtes derrière, là, bizarres, il me mais stresse. du coup, Non, j'aimais bien cuisiner. Je pense que ça s'est carrément amplifié Ok. en devenant végétalienne et en voyant toutes les possibilités en fait qui s'ouvraient. Et j'aime bien dire que souvent on a l'impression que c'est une contrainte en fait de devenir végétalienne ou végétalien, qu'on enlève des choses, qu'on aura moins d'ingrédients, qu'on sera moins créatif. Sauf qu'en fait pour moi la contrainte elle fait naître beaucoup plus de créativité et on se renseigne encore plus et on fait pas les choses par habitude en fait parce que quand avant j'avais l'habitude de faire un riz et du jambon, voilà, c'était mon plat préféré avant de devenir Ok, végétalienne, d'accord. du riz avec du jambon Ok, blanc bon, bah, pourquoi pas. et du beurre. Et ben en fait c'est moins simple entre guillemets de faire un plat végétal, mais du coup ça force à aller explorer plein de Bien choses, sûr. découvrir d'autres légumes qu'on connaît pas forcément, mettre des épices. J'utilisais très peu d'épices avant. Ouais. Découvrir des aliments comme les algues par exemple ou le tofu, le tempeh, les légumineuses qu'on utilise très peu en fait. Je me rends compte quand j'étais petite on utilisait peut-être des lentilles de temps en temps Ouais, avec les des lentilles, carottes c'est- mais ouais. c'était tout. Et donc ouais ça donne encore plus envie et c'est bien plus agréable de cuisiner comme ça que par automatisme. Ouais, en fait, c'est ça, on enlève toutes les habitudes qu'on a eues d'avant et de nos parents aussi, de faire des trucs un peu, tu vois, tout tracé, juste, ouais, comme tu disais, riz, jambon, ou voilà, coquillettes, jambon, ça va être des trucs vraiment très, très basiques avec la viande et l'accompagnement. Et en fait, non, on va se forcer enfin, se forcer, non, du coup, tu disais, non, c'était pas se forcer, mais voilà, apprécier le fait d'aller chercher, du coup, autre part, ou autre chose, d'autres aliments, etc. Et peut-être d'avoir des nouvelles saveurs également. Donc, ok. Et toi, Julien, du coup, du coup, toi, ça n'a pas, le switch n'a pas fait naître en toi une passion de cuisinier. Comment Non, après, Non. pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés avec Mallory, qu'on s'est mis ensemble, donc la première année, donc on n'était pas du tout Oui. végétaliennes tous les deux, hein, ça Mm. remonte à 2014, on se fait vieux, nom de Dieu. Ouais. Donc je cuisinais, c'est moi qui faisais la cuisine, Ok. midi et soir. C'était justement, il n'y avait pas beaucoup de découvertes, pas beaucoup de créativité, mais ça avait le fais- mérite de nous nourrir. Tu faisais quoi, du coup? Ah. Ça m'intéresse. Riz, jambon à la crème, laisse tomber. Ok, ah ouais, donc. Ok. Non, non, t'inquiète, on a fait du chemin depuis. Ouais. Depuis Non, mais quand c'est même. bien, c'est bien. Donc non, ouais, moi j'ai pas eu trop la passion pour la cuisine. Et en fait, alors c'est sans doute une excuse, hein, mais j'en ai beaucoup d'autres. Hein. Mais en fait, Malo cuisine tellement mieux, mais en Elle est même temps déjà- elle cuisine tellement mieux parce qu'elle s'y est mise, elle a fait la recherche, que j'aurais pu le faire. Donc c'est un pan sur lequel on pourrait se faire tacler, sur lequel il faut qu'on s'améliore parce que Ok, après ouais. je fais des- quelques petits plats, mais Ouais. clairement, donc, la charge mentale Ouais. de l'alimentation est clairement sur Mallory. Ok, ouais, parce que elle a eu cette facilité-là à aller vers voilà, la cuisine que toi tu te dis, bon, voilà, je vais lui laisser ça et moi je vais m'occuper donc, de structurer Bootopia. Oh là là, attention, Mallory, elle va te défoncer. Non, Non, on l'a structuré à deux. Hein. c'est Non, non. ouais, non, ouais. Non, mais oui, après, non, clairement, d'un point de vue alimentation, cuisine, voilà, il y a Non, mais pas, bien sûr. faut pas passer par 30 000 chemins. C'est Mallory qui a quand même la grosse, toute la charge mentale. Et voilà, moi, la seule charge mentale que j'ai, c'est aller faire les courses et faire la vaisselle. Donc c'est Bon. pas équilibré. Ouais. Non, non. C'est ça, j'ai fait à manger, maintenant tu fais la vaisselle. C'est ça? C'est ça, mais ça demande beaucoup moins de réflexion de ma part Oui, bien sûr, que de mais faire la après, cuisine et de faire le ménage, quoi. Ok. Où est-ce que vous voyez Bootopia d'ici, allez là je mets 10 ans, mais bon, est-ce que 10 ans, vous avez une vision sur 10 ans? Bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Ok. Non, moi je vais déjà faire à 5 ans et puis 5 tu ans feras 10 ans, parce Ok. que 10 ans ça me paraît loin quand même. Non, on réfléchit maintenant. On le disait, Bootopia ça se structure, on Ouais. travaille aussi avec d'autres personnes, et donc forcément il faut qu'on ait une vision pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller et d'amener Bootopia. Nous, l'idée c'est que d'ici quelques années, les Français et les Françaises fassent leur choix alimentaire en pleine conscience,
des enjeux, notamment écologiques. Donc, ils ont compris tous les impacts de leur assiette sur l'océan et plus globalement sur le vivant, et ils décident ou non de continuer à manger des produits d'origine animale, de manger bio ou pas, local, de saison ou pas, mais en tout cas en ayant cette conscience de tous les enjeux. Donc c'est un peu ça notre ambition, et pour ça c'est continuer à mener des campagnes thématiques avec toujours un film, une expo, des programmes pédagogiques, des livrets de recettes, et l'idée c'est que on arrive à développer tout ça. On ne crée pas forcément des nouveaux formats, mais on développe tout ce qui existe déjà pour aller toucher plus de monde, et peut-être aller toucher la restauration collective aussi, parce que c'est aussi là qu'on peut atteindre les enfants, atteindre des personnes qui bossent dans des entreprises, dans des grosses cantines, où en fait ça fait du volume très rapidement. Et c'est aussi là qu'on pourrait avoir plus d'impact. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais c'est vrai que la restauration collective, c'est là où il y a beaucoup de gens y passent, et du coup c'est peut-être là qu'on peut inciter au changement avec une option, quelque chose à proposer dans ces endroits-là. Et donc ça, c'était la vision à 5 ans, et donc dans 10 ans, je pense que Blutopia sera aussi un lieu physique ouvert au public, qui ira bien au-delà de simplement du cadre alimentaire. Je pense qu'il y aura aussi quand même une partie restauration et café. Et après... Ah ouais, ok, c'est ça. Tu seras dans la cuisine, toi, du coup. Et ensuite, dans 10 ans, en général, quand on s'imagine Blutopia dans 10 ans, on voit 10-12 personnes à travailler à un temps plein pour l'association, et en fait ne pas avoir forcément plus d'outils, ne pas mener plus de projets, mais en tout cas changer d'échelle, avoir un impact et une envergure beaucoup plus importante. Notamment, je sais pas, une personne qui serait dédiée à la mesure d'impact, pour vraiment savoir quel est l'impact, quel changement on fait opérer chez les gens. Donc voilà, une asso qui pèse dans le débat général à l'échelle nationale, et qui a en tout cas encouragé des millions de personnes à végétaliser leur alimentation, à encourager des millions de personnes à s'éloigner des produits issus de la chimie de synthèse, donc privilégier une alimentation au minimum biologique, mais on peut aller bien au-delà, et surtout à relocaliser et à créer du lien avec celles et ceux qui nous nourrissent, et les algues aussi auront une place toujours aussi importante chez Blutopia, et peut-être que Blutopia fera ses propres algues. Oh. Ouais, donc c'est vraiment d'aller plus en profondeur dans les actions que vous faites déjà au quotidien, d'aller vraiment toucher encore plus de monde, élargir le cercle des personnes que vous touchez, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, j'avais une question par rapport au documentaire. Donc vous les projetez, donc c'est des séances ouvertes au public. Et pourquoi vous êtes tourné vers ce type de diffusion, on va dire? Et je me suis dit pourquoi pas, un documentaire soit au cinéma, avec des grosses ambitions, ou à la télé, ou je sais pas, des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce chemin-là? Parce que c'est le début du chemin. Parce bien que sûr, on a une version provisoire, donc de l'assiette à l'océan, qui a été projetée dans plus de 150, je ne sais plus les chiffres exacts, je pense qu'on n'est pas loin des 150 aujourd'hui, endroits. Les projections étaient organisées majoritairement par des bénévoles, aussi par l'équipe Blutopia en interne. Et ça, c'était la première étape. Et l'idée, c'était d'avoir plein de retours pour pouvoir améliorer le film, comprendre ce que les gens aimaient moins, ce qu'ils avaient envie de voir, pas envie de voir, comment, etc. Et donc là, on est dans la deuxième phase où on est en train de finaliser le film. On a pris tous les retours, on a entendu, à peu près tout le monde était d'accord, donc c'était plus simple pour nous. Et donc là, le film sera finalisé le 30 novembre dans sa version 90 minutes et dans sa version 52 minutes, parce qu'on aura une version aussi plus courte pour pouvoir faire des diffusions en école et en entreprise. On en a déjà fait quelques-unes, mais en fait, 90 minutes, si derrière on veut avoir un échange, c'est long, et on ne peut pas faire ça sur une pause déj, donc on veut vraiment avoir cette version 52 minutes. Deuxième étape du coup de la diffusion, ça va être de faire une tournée des cinémas, et c'est en cours de préparation, donc question très d'actualité pour nous. Et là, c'est Gabin, qui était en alternance avec nous l'année dernière, qui est devenu salarié de Blutopia, le premier salarié après nous deux, qui s'occupe d'organiser toute la diffusion en cinéma. Donc lui, il cherche des ciné en ce moment pour qu'on puisse intervenir, présenter le film à partir de décembre, janvier.
Et là, on va être aidé aussi par des bénévoles, mais plutôt pour communiquer sur les séances en local, essayer de mobiliser des structures qui puissent faire en sorte que les salles soient remplies. Et l'étape suivante, ce sera de présenter le film en festival de films et aussi essayer de le vendre à un vrai diffuseur, donc une plateforme de streaming en ligne, peut-être Netflix un jour, peut-être France TV, peut-être Arte ou Canal, et éventuellement une chaîne de télé aussi pour qu'on puisse vraiment le diffuser beaucoup plus massivement qu'avec des petites projections ponctuelles par-ci par-là. Ok, donc là c'est les débuts d'une future du coup projection au cinéma, etc. Ouais, bon, en vrai, pour faire simple, pour donner des chiffres, parce qu'en fait, ça permet aux gens de mieux mémoriser, de structurer nos dires. Ouais. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 5000 personnes qui ont vu le documentaire, donc c'est vraiment c'est rien du tout. C'est quand même pas mal pour... voilà. Oui, mais quand tu vois certains chiffres sur les réseaux sociaux, 5000, c'est vraiment rien du tout, quoi. Même si 5000 personnes qui ont fait le déplacement, qui sont sortis de chez eux pour regarder un documentaire de 90 minutes, t'as pas du tout le même impact qu'un post LinkedIn, c'est sûr. Mais l'objectif, c'est que 1 million de personnes voient le documentaire de L'Assiette à l'océan. Donc, en effet, avec des projections privées, ça ne suffira pas et il faut jouer sur d'autres canaux, mais aucune pression à Gabin, il est sur le coup. Ok, donc c'est ça votre objectif, c'est 1 million, et puis voilà, histoire de un peu peut-être motiver les troupes derrière. Et donc ça, ce sera avec une diffusion au grand public. Ouais. Mais du coup, donc vous allez dans les cinémas. Ouais, là, il y a déjà... Gabin, il fait quand même super bien son boulot. Hein. Il y a déjà des projections de prévues à Guingamp, à Craponne, à Granville. Il nous fait voyager partout en France, donc c'est cool. Okay. Et en plus, on sort des grosses villes de France, quoi, parce que là, les 3 villes que je viens de citer, elles sont pas trop connues. Oui. Quoi. Donc vous allez intervenir, du coup, vous serez présent aux projections pour animer, après répondre aux questions, etc. Ouais, il y a une petite subtilité, c'est qu'on fait pas de vraies sorties cinéma. Oui. C'est-à-dire qu'on sera pas dans tous les cinémas en même temps, à l'affiche, comme la plupart des autres films. Nous, on a un visa d'exploitation exceptionnel, donc ça veut dire qu'on a le droit de faire 100 projections au cinéma. Et c'est tout. Du coup, le but, c'est d'être présent, pas partout, parce que 100, ça va faire beaucoup, mais en tout cas à certaines de ces projections-là, pour pouvoir échanger avec le public à la fin, répondre aux questions. Et ça, c'est un choix qu'on a fait pour ce film-là, parce que je pense peut-être qu'on se sentait pas forcément légitime à aller chercher une boîte de distribution en amont, une boîte de production. Mais en revanche, ça va changer pour la prochaine campagne, et donc pour le film sur les algues, où Julien tout à l'heure disait on travaille avec une vraie équipe, il y aura un réalisateur, une réalisatrice, un producteur, et donc là on va aller chercher en amont des distributeurs, et donc ils vont être là sur tout le projet, et ils vont nous aider à faire aussi une sortie en cinéma, parce que si on n'a pas ces personnes-là dès le départ, c'est très compliqué de faire une sortie et d'être à l'affiche de tous les cinés à un moment donné. Okay. Donc pour l'instant, c'est un peu bien sûr. entre l'amateurisme et le professionnalisme, c'est le monde, entre le monde amateur et le monde professionnel. Et le prochain, ce sera full monde professionnel, et on comprend aussi petit à petit comment fonctionne le monde du cinéma, la production, la distribution, tous ces mots-là, on n'y comprenait rien il y a quelques années, et donc on apprend en faisant. Ok, c'est bien d'apprendre en pratiquant. Voilà, je pense que c'est la meilleure des écoles, de vous être dans le milieu et puis de voir comment ça se passe pour après apprendre et pouvoir le faire par vous-même. Donc écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, vraiment, ce serait trop cool. Et du coup, vous avez déjà contacté pour être par exemple sur Netflix, sur des plateformes comme ça. Est-ce qu'il y a déjà des petits papiers? Est-ce qu'il y a des... Est-ce que tu veux une exclue? Vas-y. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exclus. Dommage, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'exclus. Bon, tant pis alors. Non, par contre, on a une idée pour justement susciter la curiosité des mastodontes de l'audiovisuel de ce monde. Ouais. Donc le N rouge, voilà, par exemple. Le N rouge, ouais. Ce serait d'organiser des projections pirates, c'est-à-dire... mais là, si je le dis, je suis pas sûr que Netflix écoute ce podcast, non, non. Ah écoute, moi, s'ils veulent, hein, moi, ça me va, hein, mais... Est-ce que je le dis ou pas? T'es pas obligé. Hein. Allez, non, mais de toute façon, c'est un projet comme ça, c'est une idée. Tu vois, c'est comme le livret qui va être amélioré, c'est dans la to-do. C'est dans les to-do, et ok, on sait pas. Il n'y a pas de deadline, quoi. Ok, yes. Donc en gros, c'est d'organiser des projections pirates, c'est-à-dire qu'en fait, nous, en interne, on a tout le matériel pour aller organiser des projections. Et donc, ce serait d'arriver, je sais pas, devant le siège Netflix, de monter le drap, le vidéoprojecteur, et de projeter notre documentaire devant le siège, faire un peu un coup de com', pour un peu susciter la curiosité des gros distributeurs, et qui se disent, ok,
ils sont Ils quand même sortis de l'ordinaire, Ouais. ils sont venus, etc. Donc, allez, je vais quand même regarder et peut-être que ça pourra entraîner de belles choses pour de l'assiette à Ok. l'océan, quoi. Ouais, je pense qu'il faut essayer de leur montrer qu'on est là, ouais, coucou, de différentes manières. Peut-être que ça marchera, ou peut-être d'autres. Mais étant donné qu'on se doute qu'ils doivent recevoir des milliers, des centaines de mails de docu, regardez, il est trop bien. Ouais. On se dit qu'on pourra peut-être envoyer un mail histoire d'eux, mais il faudra très vite passer à Ouais. trouver d'autres leviers pour se démarquer, quoi, tout Ok. simplement. Donc exclu Bootopia bientôt sur Netflix, ça y est, c'est acté. C'est bon, c'est signé. C'est Ok, bon. bah écoutez, trop cool. On arrive à la fin de l'interview. S'il y avait une personne qui devait s'asseoir sur votre canapé, à votre place, pour me raconter son parcours avec l'alimentation végétale, qui ce serait? Ah, j'ai 2 idées, j'espère que tu diras la deuxième. Ah, est-ce que vous êtes connecté? est-ce Oh qu'on là est là, connecté pression pour Julien. Non, moi je dirais Elliot, donc, qui est un ancien chef sur les bateaux de Sea Shepherd, qui a travaillé aussi pour Sea Shepherd Global, Ok, qui cuisine extrêmement bien, qui a animé des ateliers culinaires pour notre festival il y a 1 an. Il nous a fait apprendre à faire un aioli. Ça, c'est d'ailleurs une des recettes, j'ai pas dit dans mes recettes préférées, mais on fait très régulièrement cette recette depuis qu'on l'a apprise. Un aioli végétal avec du tofu frit dedans, c'est incroyable. Il a aussi fait une recette de burger avec une aubergine. Le steak était remplacé par une aubergine frite. Voilà, mais en tout cas, il a plein d'idées. Il a participé au livre de recettes de Sea Shepherd Contre-courant, qui est dans notre étagère juste en face. yes, je vois. Et voilà, et il est assez chouette et il a plein de réflexions aussi sur les enjeux écologiques, mais aussi sociaux. Et donc, je pense que c'est une bonne personne à interviewer. Ok, merci Mallory. Et étant donné que ça fait 9 ans, on se connaît, Ouais. je sais à qui pense Mallory. Elle pense à Zoé Delabre. Voilà. Elle est contente, c'était Oui. ça. Ok, ça va. Et en effet, je pense que ce sera une excellente personne à essayer d'interviewer parce qu'elle a cette vision très professionnelle, parce qu'elle a un restaurant sur l'île de Ré, Arsan-Ré, qui est, selon moi en tout cas, le meilleur restaurant de la région. Qui est Qui est végétarien à Ok. 100%, mais à 95% végétal. Et le seul ingrédient qu'elle utilise, c'est l'œuf. Et elle utilise l'œuf seulement pour... pas justement en liant, c'est pour vraiment que l'œuf soit au centre de la recette. Quoi. Ok. C'est pas, par exemple, pour ces desserts, étant donné que la plupart des desserts ou des pâtisseries, l'œuf il est juste là pour faire liant, elle l'utilise pas dans ses desserts. Quoi. Donc en plus, elle a une excellente approche, une vision de la cuisine. Ouais. Je recommande à 100%. Quoi. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et juste, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc, vous l'avez dit tout au long du À La Rochelle podcast. routière. Ok. Donc ça, c'est pour dire... Julien, il invite directement à la maison, c'est ça? Mais et sinon, sur les... Oui, bon, donc... Non, mais si, parce que vous faites quand même tu as évoqué là les festivals. Donc, on n'en a pas parlé pendant l'interview, mais voilà, vous avez quand même des événements physiques. Donc, c'est quoi? Vous en avez fait un en 2020 et là 2022? On a fait un premier festival en 2020, un deuxième en 2022. Le troisième n'est pas au programme. Ok, ouais, ah oui, ok, d'accord. Parce qu'en fait, c'est un vrai métier événementiel et Ouais. c'est un puissant fond. Ça, Ok. du coup, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. D'accord, ok. Donc on va se contenter des projections. Voilà. Si par contre, en atelier physique, présentiel, dans nos maintenant qu'on a des bureaux, on va, je pense, de plus en plus organiser des ateliers d'automne, fresque océane, des apéros avec les adhérents et adhérentes. Et on va organiser aussi pas mal de projections, que ce soit dans les cinémas, dans des restaurants, dans des tiers-lieux, pour faire vivre un peu la communauté rochelaise. Et puis maintenant, on intervient aussi partout en France quand on est invité à droite et à gauche. Quoi. Ok, donc ça c'est pour le physique et pour ce qui est en ligne. Et en ligne, du coup, donc sur notre site internet, déjà, Bluetopia, blutopia.org, sans le E entre Blue et Topia. C'est souvent l'erreur qui est faite. Après, il y a nos réseaux sociaux, donc toujours Bluetopia-org pour Instagram. On a une newsletter et on a un podcast qui s'appelle Ondine, Ondine, qui sort tous les mois. Ok, bah, écoutez, merci beaucoup pour l'interview, c'était super sympa. Merci à vous deux. Et puis écoutez, à bientôt. Merci Maxime, à bientôt. À bientôt sur LinkedIn. Hein. Ah oui, sur LinkedIn aussi. Oui, vous êtes sur LinkedIn, mais si, Julien fait des posts sur LinkedIn, donc il faut aller suivre. Non, je suis un peu trop suivi là, doucement s'il vous plaît. Non, sur, je rigole. Sur LinkedIn, ouais, il a trop de demandes. Non, c'est bon, quand mes posts font 20 likes, je suis content. On va changer ça. Allez, merci beaucoup, salut. Merci, salut.